Pirate.com. OK, beaucoup de podcasts aujourd'hui pour vous autres en ce jeudi. On va lancer le week-end avec l'aubergiste un peu plus tard dans un podcast. Il y a également Karim El Ayoubi qui vont venir faire un tour, parler de toutes les folies qu'on entend parler de ce temps-là, c'est-à-dire que les gens pourraient perdre leur docteur s'ils sont en santé. Crazy place. J'adore le Québec. On a également le Jerry Business News Network. Est-ce que c'est pour le live et pour le Prime aussi ou c'est juste pour le Prime? Non. C'est juste pour le Prime. Pour le Prime. Ben donc, les gens pour le Prime. Donc, tout le monde est salué parce que tout le monde est là en ce moment. C'est la grande messe. Donc, les membres et les cheap. C'est rare que je l'appelle les cheap de ce temps-là. Donc, vous êtes salués, les amis. On commence par quoi? Je pense que c'est inévitable. On peut... Je sais que les jeunes sont touchés par la mort d'un des membres de One Direction. J'ai pas trop compris toute l'histoire. Je comprenais qu'il y avait une blonde il n'y a pas longtemps. Elle est très active sur les réseaux sociaux pour essayer de le faire passer pour un fou. Et là, il y avait une nouvelle blonde qui, comme partie... on a vu un vidéo de Snapchat qui aurait été fait le matin de sa mort, qui serait un suicide, parce qu'il se serait tiré en bas du 3e étage d'un hôtel du côté pas du Brésil, mais de l'Argentine, où il était allé voir un des membres de One Direction, un gars avec qui il était en froid, qui était dans le band avec lui, puis ils ont décidé de réconcilier la patente et il est allé le voir en show. Il devait être là pour quelques jours, finalement, ça fait 2 semaines qu'il était là. Et la blonde actuelle, elle a quitté pour Miami, pour retourner chez elle après, quasiment 2 semaines. Elle dit, mais donc, elle n'était pas là. On la voit dans la vidéo. Elle est en train de déjeuner avec. Mais j'ai l'impression que ce vidéo-là a été tourné 2 jours avant. Donc, il est peut-être misleading un peu. La seule affaire que je vais dire, c'est que les fucking... Et pas tout le temps, là. Mais il y a quelque chose de weird dans les réseaux sociaux. C'est que les gens ont besoin de nous raconter des patentes qu'on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir ça, là. Il m'écrit, il s'invente un nouveau compte, un nouveau numéro de téléphone, il m'écrit, etc., etc. He's a loser. J'y envoie des lettres d'avocat, je t'ai écœuré qui me stalk. On n'a pas besoin de savoir ça. Ultimement, ce genre de relation trop ouverte sur les réseaux sociaux finit par... En tout cas, moi, je pense à jouer beaucoup. Là. Je pense qu'à un moment donné, je veux dire, si tu te fais humilier sur les réseaux sociaux, il y a jamais... C'est des artistes, là. C'est des artistes qui ont été... Je ne sais pas si vous avez vu la série. Je ne sais pas c'est sur quoi. Je pense que c'est sur Hulu. Il y a Demi Lovato là-dedans. Il y a la fille qui était dans E.T. Oui, Drew Barrymore. Drew Barrymore. OK. Il y a beaucoup de monde qui explique. Puis la fille qui était dans... tu sais, le noir là, qui s'est fait pogner pour viol puis qui est en prison, là, celui qu'on connaît depuis 50 ans, là, Cosby. Donc, il y avait des jeunes enfants dans le Cosby Show. Et ces jeunes-là nous racontent leur vie. C'est épouvantable. Là. Tu sais, Britney n'est pas fuckée pour rien. Là. Britney n'est pas fuckée pour rien. Ces gens-là, Justin Bieber n'est pas fucké pour rien. Là. C'est pas nécessairement juste Puff Daddy pourquoi Justin Bieber est fucking plus là. C'est que ces jeunes-là n'ont pas de vie. Ces jeunes-là sont scrappés par une business qui arrive beaucoup trop de bonheur. Ils n'ont pas d'enfance, ils n'ont pas d'adolescence. Le documentaire, ça s'appelle Child Star. Oui. OK. La fille dans Cosby Show, la petite, là, a commencé à boire parce qu'elle était malheureuse, comme ça se peut pas, à 10 ans, en cachette. Sont-tu malheureux? Non, c'est épouvantable. C'est qu'ils ont des vies de misère. Ils ont des vies d'adultes avec des adultes. Ils n'ont pas d'amis. Ils sont seuls comme ça se peut pas. Et lui, il a commencé, tu sais que lui était Liam, on l'appelle, c'est quoi son nom? C'est Liam Payne. Donc, le gars de One Direction qui s'est suicidé hier. Lui, il a été découvert à 14 ans par Simon Cowell. C'est ça. OK? Et Simon Cowell l'a amené dans des concours, les patentes dans lesquels il est impliqué. Puis là, ben, finalement, il a greffé tous les noms qu'on connaît, là, Harry Styles,
Écoute, c'est tous des gros noms qui sont dans One Direction. Ils ont tous eu des grosses carrières. Liam Payne a eu des grosses années en solo, 2017-2018, où il y a eu ses plus gros hits. Il y a même une tonne à 1 milliard de spins à lui seul, pas juste avec One Direction. Donc, mais c'est des gens troublés, là. C'est des gens carrément troublés. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent, c'est pas parce qu'ils voyagent, c'est pas parce qu'ils restent dans des belles places, c'est pas parce qu'ils ont les plus belles pitounes du monde que c'est pas des gens qui sont troublés et malheureux. C'est vraiment triste ce qui arrive. Mais l'histoire d'exposer toute la patente, je vais y aller avec un deuxième point sur Richard Martineau. À un moment donné, il n'y a plus de show. À un moment donné, le show doit arrêter. Il faut que le show arrête. Là, on est quasiment sur le bord de voir l'opération en tant que telle. Hey, voici, on le voit dans son lit d'hôpital, l'opération très difficile, etc., etc. Là, on l'a eu, le statement. J'ai défendu, j'étais du même bord que Mr. White là-dessus. Il faut se contrôler dans ce qu'on dit. J'ai dit, j'en ai parlé vendredi. Mais je veux dire, à partir de ce moment-là, gardez-vous une gêne sur un spectacle de même. Là. Je veux dire, on parle de santé, on parle de cancer, on parle de patente privée. Est-ce qu'il peut y encore avoir un bout de vie privée? Ouais. Peut-tu y avoir La encore question un est bout très de bonne. Vie? J'essaie de vous raconter plein d'affaires de ma vie, mais la réalité, là, c'est que vous ne connaissez pas tellement ma vie. Malgré qu'on fait 4 heures de podcast par jour. Je vous dis des choses qui sont assez, somme toute, banales, mais je pense qu'on est encore capable aujourd'hui de... moi, j'en ai un sur mon fil. Là. Ça fait 4 ans qu'il nous raconte qu'il va se suicider. Je veux dire, à un moment donné, moi, je me suis occupé de lui personnellement à un moment donné. Il était en crise, j'ai appelé la police, j'ai fait un paquet d'affaires. Puis j'ai écrit, il m'a écrit, on s'écrivait en privé, il m'écrivait. Là, j'essayais, mais là, à un moment donné, j'ai bien vu que c'était au centre de sa vie. C'est le même qui essayait d'avoir des likes. C'est le même qui essayait d'avoir de l'attention. Et il expose ça encore à tous les jours. Je sais qu'ultimement, ça peut finir qu'il le fasse là, mais on a-tu besoin d'en savoir autant? C'est la question que je me pose sur la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Moi, les réseaux sociaux, l'histoire de la désinformation, puis qu'on se fait amener sur les mauvais chemins, toutes ces affaires-là, moi, je suis zéro là-dedans. Je suis zéro là-dedans. Au contraire, on n'a jamais été aussi bien informés. Et on découvre comment les gens qui nous informaient de manière professionnelle sont des crises de crosseurs. Mais l'autre bout, où c'est comme, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de porte, il n'y a plus... Oh oui, je comprends la patente de Twitter. C'était ça le but. Twitter, c'est le petit oiseau qui se promène puis qui voit tout, là, comme on disait depuis longtemps. J'aimerais ça être un petit oiseau et savoir ce qui se passe. Mais finalement, je ne veux pas savoir tant que ça. Parce que on a le droit de se garder une petite gêne puis d'en voir moins un peu. On peut savoir des choses plus générales, des fois. Oui. Dans le sens que, mettons que je ne veux pas, moi. Mettons que quelqu'un commence à s'entraîner, puis là, tu te dis, OK, je m'entraîne, puis j'ai perdu 75 livres en 4 mois. La face, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir les photos 50 fois par jour. Tu nous le diras quand tu auras 75 livres de perdu. Tu n'es pas obligé de c'est ça, la face. Des fois, c'est tu peux avoir quelque chose de général, oui, mais après ça, il y a trop de détails. Il y a trop de détails. Il y a du monde qui sont rendus qui mettent le chum ou le blonde en train de ronfler, là. C'est très bon, ça. Oui, ça, on le voit souvent. C'est ta vie. Rappelle-toi l'histoire de Rory McIlroy avec la joueuse de tennis. Elle l'avait faite. Puis par après, j'ai revu ça encore. J'ai dit, voyons, Chris. T'es dans ton lit, il y a de la boue, il y a de la bave ici sur le coin. C'est que tu fais là. C'est quoi? C'est quoi que tu essaies d'accomplir? C'est quoi que tu essaies d'accomplir au nom des fucking likes puis des commentaires positifs ou je sais pas trop ce que tu recherches? Mais c'est fucking sick, ça. Là. Je comprends que les stars, les patineux courent après ça puis ils veulent de la nouvelle. Ça, c'est normal, les paparazzis. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais la face, c'est que tu peux t'en garder de ton bord. On dirait qu'ils sont choqués après les paparazzis, mais eux autres mêmes, ils rouvrent les valves puis ils disent tout. Ben, c'est ça. C'est vrai, ça. C'est vrai que les paparazzis nous aident, nous. Mais là, finalement, il arrive les réseaux sociaux puis ils nous en donnent 50 fois plus que les paparazzis nous en donnaient. Oui. T'étais-tu vraiment en guerre contre les paparazzis? Finalement, ça faisait ton affaire. Et là, maintenant, tu as les outils pour tout nous montrer ce qu'on veut pas nécessairement voir. En tout cas, très triste, 31 ans.
Regarde, Donc, il s'est crissé en bas du balcon. La majorité de... Là, il dit il est tombé. On voit ça. Il est marqué il est tombé. Il n'est pas tombé. Là. Non, c'est ça. Il n'est pas tombé. Puis, il y a plein de conspiracy en ce moment là aussi. Là. Ça parle. Ouais. Ça, des fois, je sais pas. Je sais pas pourquoi on veut nourrir la bête de même. Il rêve de fermer les réseaux sociaux. Il rêve. Justin Trudeau rêve de fermer les réseaux sociaux au Canada, OK? Au nom de la désinformation, puis de la haine, puis de ci, puis de ça, toutes les histoires dans sa tête, là. Mais des fois, on les nourrit avec des histoires complètement fuckées. On lui donne raison. Vous avez vu que X, à partir de maintenant, tous ceux que vous avez bloqués sont débloqués? Oui, j'ai vu ça. Les gens se demandent pourquoi. Ben parce que le pari de Elon Musk, c'est que tous ceux qui se font bloquer parce que c'est des enfants de chienne, probablement que moi je suis bloqué pour certains, ils ont un deuxième compte quelque part pour voir les tweets des gens qui les bloquent anyway. Donc ils sont débloqués, mais tes activités sont restreintes. Okay, tu ne peux pas commenter. Tu peux pas commenter, tu ne peux pas liker. Tu peux juste voir. Donc, c'est nouveau depuis ce matin. Mais en tout cas, moi, je sais bien que j'essaierais de auto-réglementer les réseaux sociaux pour qu'on le fasse par soi-même. C'est qu'on le fasse par soi-même pour essayer ne pas nourrir la bête. Parce que eux autres, la bête, là, les Trudeau de ce monde, les Kamala Harris, les Tim Walz, ce qu'ils veulent, c'est nous enlever ces outils-là. Là. Et si on ne les utilise pas comme du monde, on va leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils nous l'enlèvent. Donc, c'est à nous autres à s'auto-contrôler un peu. Ultimement, vous savez pourquoi ils vont l'enlever. Là. Vous savez pourquoi? Là? Ils vont l'enlever pour des histoires d'identité. Ah, des gens sont passés pour d'autres. On n'a pas la vraie identité. Quand ils ont des photos avec des noms inventés, ils diffament. Ils ont de la haine, etc., etc. Puis, ils vont réussir à arriver à leur but. Donc, c'est à nous autres à être plus brillants qu'eux autres puis à pas tomber dans leurs pièges. Ils nous mettent des pièges devant nous autres puis on tombe dedans un après l'autre. Des fois, on n'est pas wise. Bon, l'autre grosse nouvelle de la journée d'hier puis des dernières heures, c'est l'entrevue de Fox News avec Kamala Harris. Premièrement, regarde. Je veux juste vous dire que c'est drôle hein, parce que hier, en fin de journée, on a fait l'entrevue avec Karim El Ayoumi. Ben oui, on fait ça parce que de temps en temps, Karim était de passage à Québec pour quelques heures. Il y a un horaire, lui. Il faut s'arranger des fois. Là. Puis s'il y en a un qui est bon, s'il y en a un qui est bon en podcast, c'est Karim, parce que c'est un gars extrêmement intelligent puis il a besoin de temps. J'ai déjà interrogé Karim dans une radio FM, puis il disait c'était pas c'est le fun, là. Il dit, on n'a pas le temps d'expliquer les choses convenablement pour que le monde comprenne. Mais la TV, c'est ça un peu. La TV, même beaucoup plus. La TV, c'est beaucoup ça. La radio, c'est beaucoup ça. Et c'est la raison pourquoi la majorité des politiciens, maintenant, veulent aller faire plus des podcasts que faire de la TV ou de la radio FM. Il n'y a pas de cloque. C'est ce que nous disait hier Karim. Il dit, on a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on parle de toutes sortes de sujets. Et on a le temps, on a les deux pieds sur le pouf, on jase. Je comprends que des fois, on veut avoir des choses un peu plus courtes. On aime probablement TikTok pour cette raison-là. Ceux qui sont sur Snap, c'est la même chose. Donc, ils aiment les affaires plus short. Mais ultimement, quelque part, d'avoir une place où on peut s'étendre et vraiment connaître quelque chose à fond, ben c'est vraiment trippant. Là. Et ça fait que dans le milieu, entre TikTok, où les gens adorent les affaires de 15 secondes, et les gens qui adorent les podcasts, qui est devenu une industrie incontournable maintenant. Regardez la compétition qu'il y a aux États-Unis en ce moment pour aller chez Joe Rogan. Regardez le nombre de podcasts que Trump a fait depuis à peu près un mois. Il en a fait facilement une dizaine. Il est allé dans aucune station FM. Aucune station AM. C'est vrai, ça. Il n'est pas allé à XM Sirius. Il ne fait que des podcasts. Il y a juste ici, où on est 5 ans en retard, ou quand un politicien, quelque part, il s'en va faire une entrevue avec une cloque de 20 minutes. Excusez-moi, là, c'est jamais bon, ces affaires-là. Ça donne rien. Ça donne rien. L'entrevue d'hier à Fox a rien donné. Bon,
Elle a donné un peu de gaz à la gang à Kamala Harris. Hey, elle est bonne, hein? Elle est allée dans un terrain miné. Elle est allée voir quelqu'un qui était contre elle. Brett, c'est quoi son nom? C'est Brett Baier. C'est Brett Baier. C'est pas un pro-Trump en passant, là. Il a déjà été un pro-Trump. Mais rappelez-vous quand il y a eu une histoire de possibilité d'un débat à Fox et que Trump a su que c'était Brett qui était le gars qui allait mener le débat. Il a dit non, c'est sûr que je ne ferai pas de débat avec lui. Là. Je sais où il est capable d'aller. Là. D'ailleurs, c'est lui, Brett, qui à un moment donné a été pogné par un téléphone en train de faire des mamours à Gavin Newsom. On a su par après qu'il était un partner de golf. Donc, c'est des gars qui jouent sur toutes les crises de terrain, OK? Mais il a fait une très bonne entrevue. Il a été très bon. Il y en a qui vont dire qu'il a été tannant parce qu'il a comme parlé par-dessus la candidate à la présidence, mais t'as pas le choix à un moment donné. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens que tu interviews, t'as pas besoin de faire ça. Sauf que ceux qui partent aux fraises, puis que ça finit plus, puis que finalement, ils répondent pas du tout à la question que tu as posée, tu n'as pas le choix de les ramener. Sinon, ils vont parler pendant 20 minutes de temps sans arrêt d'affaires complètement insignifiantes. Donc, à un moment donné, il faut que tu les arrêtes, il faut que tu les ramènes, la patente. Mais les pros Kamala Harris vont dire « Hey, t'es allé à Fox. Trump, il ne va pas à MSNBC. » Il oublie de dire qu'il est allé à Bloomberg, et elle, qu'elle n'est pas allée à Bloomberg. Où est-ce qu'on avait beaucoup plus de temps? Parce que là, au bout je pense que c'est au bout de 15 minutes. Puis ça, j'ai déjà vécu ça, il n'y a rien de plus fatigant. Là. Au bout de 15 minutes, le staff de Kamala Harris faisait des signes tout le temps avec les mains dans les airs en voulant dire « c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini ». On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Puis moi, j'ai de la misère à croire que Kamala Harris veut vraiment aller voir Joe Rogan. Parce que sur 20 minutes, elle est capable de les crises de cassette, je suis plus capable en passant. Là. Un bord comme de l'autre. Là. Pas juste de son bord à elle. Un bord comme de l'autre. Les cassettes, les patentes qu'on répond systématiquement pour soit éviter la question ou encore passer un point qu'on veut passer, etc., etc. Ça m'énerve. Vraiment énervant. Là. Mais elle était extrêmement mauvaise. Non. Elle était très, très bonne. Non, elle est extrêmement mauvaise. Non. Kamala Harris se débrouille fort bien face à un intervieweur hostile. OK. C'est qui dit ça? Après ça, il dit... Ça doit être Pierre Martin. Après ça, Non, Donald Trump... Jamais Donald Trump va réussir à s'en tirer aussi bien qu'elle. Il n'aura pas le courage d'aller à MSNBC. C'est exactement. Ben, voyons. Pensez toujours bien pas que Trump a peur de Rachel Maddow, le petit garçon. Là. Le petit garçon. Donc, Kamala Harris, c'est... c'est bourré de petits garçons dans ce poste-là. Là. C'est juste des petits garçons. Là. C'est juste des petits garçons avec des jupes. Là. Youp. Beaucoup de petits garçons avec des jupes. Là. Elle s'est très bien débrouillée, Kamala. Non, c'était... Excusez-moi, là. C'est Pierre Martin. Je vais vous dire, Pierre Martin, c'est... Pierre Martin, c'est vraiment Pierre Martin. Tu l'as deviné. Ben oui, c'est Pierre Martin. Mais Pierre Martin, on sait très... Tu l'as deviné. Oui, mais il fait ça pour bâtir un following. Il fait ça pour attirer l'attention. Il fait par exprès un peu. Puis, sérieusement, il a réussi. On va lui donner ça, il a réussi, parce qu'on ne savait pas trop c'était qui ce gars-là. Là. C'est ça. Là, il est rendu comme... Il est drôle. Ben, il est drôle d'une manière. Tu sais, quand tu dis 2 fois que Tim Walz a gagné le débat contre Vance, puis que tu es le seul à le dire, puis que le lendemain, tu dis « Je réitère ce que j'ai dit hier. » Ça montre que le gars, il veut... C'est juste mettre du fuel sur le fire pour essayer de... Il doit avoir une vie très plate. Là. Donc, ça l'allume un peu. Finalement, il y a du monde qui le challenge. Il aime ça. Là. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il est prof. Là. Ben, ça, c'est le bout dangereux. Ouais. Ça, c'est le bout dangereux. Mais je vais vous dire, on va faire une confidence. Tu sais, j'ai écouté... D'abord, c'est trop short. C'est trop garoché. C'est plus ça aujourd'hui. Là. Tu sais, je veux dire... La course aux patentes. Voyons, peux-tu prendre le temps, fumer une cigarette, prendre un scotch, puis jaser un peu? Voyons, la gang, après 15 minutes, c'est fini. T'apprends quoi? C'était quoi le but de ça en passant? Le but de ça, c'était quoi, là? C'était, je m'en vais en Fox News, je vais aller parler aux gens qui sont républicains. Ils ne voteront pas pour toi. Le but de ça, c'est qu'ils savent que maintenant, il y a plus de monde qui écoute ces affaires-là sur le web, sur X, mettons, qu'il y en a qui vont l'écouter en direct à la télévision. Donc, ils savent que ça va devenir viral. Le but, c'était de la faire passer pour une victime et ensuite de dire « elle a du courage, elle est allée. » C'était juste ça le but.
Tu sais, elle savait qu'elle allait avoir un mauvais quart d'heure. Elle savait qu'elle n'allait pas répondre vraiment aux questions. Elle savait qu'elle allait se perdre un peu. Tu sais, je veux dire, c'était gros n'importe quoi. Je pourrais vous faire entendre toutes les cotes. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Là. Mais elle est tellement mauvaise. Elle est tellement mauvaise que je pense que les démocrates auraient plus de chances de gagner contre Donald Trump dans 2 semaines avec Biden qu'avec Harris. C'est exactement ce que je me suis dit en écoutant. Wow! Moi, c'est ce que je suis rendu là dans mon verdict. Là. Je pense que Biden est meilleur que Harris. Carrément, même si le gars, il est sénile, il se fait... Écoute, il est rendu qu'il se fait mettre en pénitence par Barack Obama à l'église. Là. Il se fait te mettre à l'église. Il se fait te mettre en pénitence hier à l'église. T'as vu les images de ça, là? Il monte le doigt maintenant. Ben oui, il parle comme si c'était son fils. Oh oui. Il est en train de le disputer. C'est incroyable. D'ailleurs, les petits tweets de Kamala Harris et Tim Walz pour remercier l'ex-président Jimmy Carter d'avoir voté pour eux, là. Vous êtes une petite gang de dégueulasses, là. Il n'est même plus là. Christy, Jimmy Carter, les mouches rentrent, là. Ah oui. Dehors, les mouches rentrent toutes, là. Le gars, il est... Moi, j'ai vécu ça, là, cet état-là. Là. Je veux dire, c'est pas des images que... J'ai vécu ça, moi, tout. Je vais pas me rappeler de ça, là. Ben non. OK? Si vous avez des parents qui sont décédés, puis ça a traîné, puis ça a traîné, puis ça a traîné avant qu'ils meurent, là, c'est les images, c'est ces images-là qu'on a en tête. Puis ça fait depuis... écoute, ça fait 18 ans, 19 ans. Puis j'ai cette image-là dans ma tête à Michel Sarrazin comme si c'était hier. Donc, arrêtez de jouer. Hey, merci, hein. Merci d'avoir posé ce geste, président Carter. Le gars, il n'est plus là pantoute. Jimmy Carter, il ne sait même pas qui est Jimmy Carter. Non, il ne sait pas qu'il a été président. Ouais. Il n'est plus là. Non, c'est vraiment triste. Mais moi, Jeff, là, hier, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais l'intention, mais moi, j'en ai sorti une coupe de codes. Juste 2. OK. Parce que je me suis dit, c'est pas simplement les affaires. Parce que moi, je l'ai écouté, puis moi, je trouve que Bayer a fait la job. Pour vrai. Parce que personne ne s'attendait à rien de Bayer. Là. Regarde, je veux te dire qu'il a fait la job dans le sens que les questions étaient bonnes. OK, il était bien préparé. Les questions, il n'a pas manqué grand sujet, il n'a pas manqué grande affaire. Ça a été posé de manière très professionnelle. Mais c'est sûr qu'on aimerait, quand c'est short de même, on aimerait ça qu'il n'y ait pas d'overlapping. Tu sais, veut dire, t'as juste 20 minutes. Parlez-vous pas un par-dessus l'autre pendant 5 minutes sur 20. Là. Je comprends. Ils l'ont fait. Mais à sa défense, il y avait zéro le choix. Elle s'en allait à des endroits très ténébreux. Là. Genre, on a de la misère à suivre. Là. Où c'est qu'elle s'en va avec ça? Ben, à un moment donné, il a fallu qu'il... À un moment donné, il l'arrêtait puis il disait, tu sais, on peut l'écouter, les cotes. Mais à un moment donné, dans une des cotes, elle a dit, tu sais ce que je veux dire. Tu sais, comme quand tu parles à quelqu'un, là, tu sais ce que je veux dire. Elle dit, non, justement, on ne le sait pas ce que vous voulez dire. Non, justement, je ne sais pas ce que tu veux dire. Fait que moi, dans les 2 cotes que j'ai sorties, il y a une cote que là, à un moment donné, il lui dit, c'est parce que vous avez bien beau dire ce que vous voulez, là, mais ça fait 3 ans et demi pareil que vous êtes là au pouvoir. Oui. On peut l'écouter, ce cote. Oui. Frankly, exhausted of Brett. More than people 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. But you've been the person holding the office. Come on. Madam You Vice and I President. both know what I'm talking about. You and I both know what I'm talking about. I actually don't. What are you talking about? What I'm talking about is that over the last decade, But people you're the have lever of become... power. But listen. Ouais. C'est listen, you know what I'm talking about. Il n'y a rien de clair dans ces histoires. Elle répond à rien. Là, elle dit, en réponse au fait, que c'est parce que là, 79%, c'est pas... On entend 70, là, c'est 79% du monde qui ne sont pas satisfaits avec l'administration. Oui, mais ce qu'elle veut exprimer, puis qu'elle n'est même pas capable de l'exprimer, Calice, c'est ce qu'elle veut dire, c'est que elle a dit, elle aurait dû dire, depuis 2015 que Donald Trump pollue la politique et la vie des Américains. C'est ça qu'elle voulait dire. OK? Donc, tourner la page, c'était tourner la page sur l'époque Trump. Ça inclut depuis qu'il est rentré en politique en 2015. Ça fait 9 ans de ça. Elle parle de 10 ans, là. Puis ça fait à peu près 10 ans. 9 ans et demi, 10 ans.
Donc, elle, c'est de ça. Mais elle n'est pas capable de l'exprimer. You know what I'm talking about. you know. Non, dis-le. Ben oui, dis-le, parce que c'est pas Brett Bauer, le politicien, c'est toi. Ben oui, puis C'est Chris, toi qui as à vendre de quoi. Jeff Fillion vient de te le dire en 15 secondes. Pas de bien dur à dire, là. Je parle pas de l'administration, je parle pas de ce qu'on a fait dans les 3 dernières années et demie. Je parle des 10 dernières années aux États avec Donald Trump qui est un Christ de fou. Elle n'a rien qu'à le dire. Puis elle l'a dit plus tard, il est unstable, il est ci, il est ça. Elle l'a dit, donc elle est capable de dire The guy is a crazy, he's a crazy asshole. Bon, vas-y, dis-le. Allons-y là-dessus sur le unstable, parce qu'elle a dit ça depuis toujours, que Donald Trump est unstable. Puis là, lui, il a enfin posé la question que tout le monde veut, qu'il pose à Kamala Harris, mais oui, mais la santé de Joe Biden, t'étais à côté. Oui. Si lui est unstable, pourquoi t'as pas dit un mot sur Joe Biden? Écoutons ça. Oui. You call Donald Trump, he's misguided. You say now He's he unstable. is unstable. He is unstable, Brett. He's not well. You say he's mentally not stable. He's not stable. Let me ask you this. And, you and told we many should all be interviewers concerned. that Joe Biden was on his game, that ran around circles on his staff. When did you first notice that President Biden's mental faculties appeared diminished? Joe Biden, I have watched from the Oval Office to the Situation Room, and he has the judgment and the experience to do exactly what he has done in making very important decisions on behalf of the American people. There were no concerns raised? Brett, Joe Biden is not on the ballot. I understand. And Donald Trump But is. you talked about it. And Donald Trump After is. George Clooney said within a few minutes of talking to President Biden at a fundraiser that he thought this was not the same Joe Biden that we saw on the debate stage. Donald Trump is on the ballot. I understand. You met with him at least once a week for 3.5 years. You didn't have any concerns? I think the American people have a concern about Donald Trump, which is why the people who know him best, including leaders of our national security community, have all spoken out, even people who worked for him in the Oval Office. Là, je pense que c'est là que le monde autour d'elle, ils ont levé les mains. Là. Bon, Brett, là, sur l'histoire de George Clooney, je n'ai pas compris l'histoire. Là. Ouais. Mais le reste, là, elle a juste à répondre. C'est facile à répondre. Non. J'ai été avec Biden pendant 3 ans et demi. J'ai été avec lui plusieurs fois par semaine. J'ai assisté à des tonnes de réunions. Tout ce qui est parti, c'est dit sur les réseaux sociaux, c'est untrue. Ce gars-là était bright, ce gars-là était réveillé, était en contrôle. Le gars était en charge. Et le gars, elle a juste à dire ça. Elle a juste à dire ça. Qu'elle le croit ou non, c'est pas important. Elle a juste à montrer qu'elle était capable de répondre à une question puis pas mettre l'autre dans le trouble parce qu'elle se met dans le trouble elle-même si elle met l'autre dans le trouble. Tu comprends? Elle a juste à faire ça. C'est même pas 15 secondes. Elle n'est pas capable. Et à la fin, on le voit, là. OK? Le Trump Derangement Syndrome là, que la gauche a développé, là, qui... Bon, c'est devenu des astis de maniaques quand tu regardes aller, là. Ils sont complètement fous, mais complètement fous. Finalement, là, hier, ce qu'elle est venu nous montrer à Fox, là, c'est comment Donald Trump est dans sa tête. Elle n'a aucun plan pour les États-Unis. Elle n'a aucun plan pour l'immigration. Elle n'a aucun plan pour l'inflation. Sa seule affaire, c'est qu'elle a un gros bug avec Donald Trump. Mais, je veux dire, le lendemain de l'élection, c'est soit Trump ou pas Trump. Et si, mettons, c'est elle, Trump n'est plus là, elle va faire quoi? C'est ça. Elle va faire quoi de ses journées? Elle va faire quoi de ses journées, je veux dire? Trump est battu, il est parti, il est retourné chez eux. Lui, il joue au golf. Oui, OK. vends ta salade, Steve, vends Là, tes patentes. toi, t'es président des États-Unis, là. OK, bon. C'est la seule chose qu'elle avait à dire hier pendant le 20 minutes. Donald Trump, c'est un ci, Donald Trump, c'est un ça. Puis après ça, tu essaies d'y faire dire d'autres affaires sur d'autres sujets. Elle revient à Donald Trump. C'est de la maladie mentale. Excuse-moi, c'est un le syndrome, c'est de la maladie mentale. Oh, oui, m'excuse, là. C'est carrément... Christophe, là. Les pro-Harris, tu m'as nommé tantôt des chroniqueurs. Ils ont cette maladie-là. Tu sais, le gars de la presse, il est malade, là. Le gars de tel journal, c'est des gars malades, là. Tu sais, je veux dire, moi... C'est au cœur de ta vie, on dirait. On dirait que c'est le centre de ta vie, là. Kamala Harris, là, je la trouve tarte. OK, je vais le dire, je la trouve tarte. Mais Kamala Harris gagne en novembre. Mais le lendemain qu'elle a gagné,
On y souhaite du succès. Christophe, on veut que le pays aille bien. Oui, je ne deviendrai pas un fan, là, mais je veux dire, Je suis pas un fan. On va dormir Vraiment très, un fan. très bien. On Ben va oui. dormir très bien. Ce que je veux dire, c'est que tu souhaites pas un désastre au pays à cause que c'est elle qui gouverne. On va checker parce que c'est une communiste pure et dure. Puis on Je sait qu'elle veut sais. enlever des droits et des patentes. Donc, il faut Elle est pas très être gauche. très, 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 très éveillé. Mais en même temps, on n'a pas grand pouvoir, là. Mais je veux dire, tu sais, à un moment Non, donné, mais tu peux pas souhaiter. Moi, je te dis, Trump est au pouvoir, il y a du monde qui souhaite que tout s'effondre. là. Oui. Bon, oui. Bon, juste pour make a point. Alors que nous, c'est l'inverse. Regarde, on À un l'aime, moment on donné. l'aime pas. On sait qu'elle est bizarre. Mais si elle gagne, on souhaite le meilleur, là. Mais pas eux autres. Ils souhaitent le pire pour prouver un point. T'es Biden, on savait que c'était un lambinos, là, puis un gars un peu pas trop travaillant. là. Ben oui. Mais tu veux dire, on l'a enduré. Là. À un moment donné, bon, il est drôle, puis à un moment donné, il était plus là. Bon, OK, c'est correct. là. On a vu hier, c'est qui menait, là. On a vu qui est son père. Son père est plus jeune que lui. Il n'est pas la même couleur. Mais papa, Ouais. qu'il l'appelait-tu papa? Papa aime lui sermonner. Papa! C'était très weird, ça. Le bonhomme, il a 80. L'autre arrive. Ouais. Kamala Harris, c'est une tarte. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. Il est le chef du parti Respect citoyen dans la région de Québec. Les gens s'organisent parce que dans toutes les villes... Chris, ça brasse partout, hein? Tu sais, des fois, on est toujours en train de parler de Montréal, Québec, là. Mais je sais pas si vous avez vu à Saguenay, mais la mairesse a fait a eu une grosse semaine. Là. Mais elle siège encore, alors qu'elle est enquêtée pour des histoires de financement. Parce qu'elle aurait dit, la mairesse de Saguenay aurait été voir les gens qui se présentaient, dont l'ex-mairesse avait dit, si tu veux pas que je me présente, donne-moi une job. Donc, garantis-moi une job dans l'appareil municipal pour le reste de mes jours, puis je me présenterai pas. Et elle s'est fait pogner. Il y a une genre d'histoire. En tout cas, regarde, mauvaise gestion, gens douteux. Tu sais, on pense toujours que les gens de gauche, les estis communistes, c'est des gens avec des principes et le cœur sur la main, etc. Voyons, c'est souvent les pires salauds qu'il n'y a pas. Donc, ça brasse un peu partout. Steph, qu'est-ce qui se passe à Québec? D'ailleurs, notre maire, lui, il allait faire un tour en Europe, il est revenu. Il allait faire quoi, lui? Il me semble qu'il est parti longtemps. Ah, il est allé vanter les charmes de Québec, mais il est allé s'inspirer aussi parce qu'il semble que c'est toujours en Europe qu'on trouve les meilleures choses, OK, ouais. les meilleurs projets à inspirant. Bruges. Il est-tu au courant qu'on est Puis à Lausanne. des Nord-Américains? Il est-tu au courant de ça? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui m'énerve avec les histoires d'Europe? Je pense que jamais ils vont s'inspirer de choses nord-américaines. Ils vont toujours en Europe pour s'inspirer. Puis il semblerait qu'ils refusent même des invitations tellement qu'ils sont demandés. Puis, Ah ouais, ça demandait ça, on s'en demandait de même. c'est incroyable. Ah, Moi, ouais. ce que je retiens du conseil municipal, si tu me permets, de mardi, c'est premièrement, on a perdu 2 heures de notre temps à vanter les mérites du changement de nom du corridor Vélocité pour Vivacité. C'est donc pas drôle. Ils se sont succédés. Vivacité, c'est très gay. Vivacité. Pas très viril, je te Non, l'accorde. Vivacité, c'est pas... Vivacité. Ça, c'est une patente avec du monde, avec des laisses de cuir et des faces de chien, puis une patente de même. Là. C'est très... Oh, oui, c'est très monsieur, madame. Ça Mais va- 2 ça va- heures de temps où tous les candidats de Québec Fort et Fier se sont succédés un après l'autre pour nous dire comment que c'est extraordinaire, comment que les gens leur disaient que ça prenait du courage pour faire ce qu'ils font et tout le tralala. Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas des vraies choses qui intéressent les citoyens en général, l'itinérance, le logement social, les comptoirs alimentaires, les sous-effectifs policiers, la sécurité. Mais pourquoi il s'est mêlé de l'histoire de Batman? Ça vient de où, ça, Chris? Ben, je pense qu'il y a eu un reportage en tant que tel où ce que Batman a accordé, je pense que c'est Alain Crête qui a interviewé Batman. OK. Puis Batman disait en tant que tel que Québec. il n'y avait pas de plan. Il n'y avait personne qui est arrivé avec un plan en tant que tel. Ce qu'il disait grosso modo, c'est que pour que Québec puisse revoir une franchise, ça prend un milliardaire américain qui se décide, là, qui tombe en amour avec une fille de Québec, puis qui veut lui faire plaisir, puis qui décide de prendre Ben, un c'est clone. vraiment ça. Là. C'est pas mal peut juste ça. ça, Peut pas là. être juste, ça peut pas être plus que ça. Là. Mais j'ai eu de la misère à comprendre de quoi il se mêle là-dedans. Tu sais, veut dire,
L'aréna est bâtie, c'est fait. Regarde, c'est-tu le bon aréna, c'est-tu le bon size, c'est-tu la bonne place, il est trop tard. Mais je veux dire, on n'aura pas, là. On n'aura pas. Puis il faut avaler notre gomme à un moment donné. Il faut avaler notre gomme. On n'aura pas les. Oui, la Ville de Québec a changé. Il a raison. La Ville de Québec n'est pas la même qu'en 1995. Mais la Ligue nationale. Il y a 200 000 de plus de population. Ouais, mais la Ligue nationale a encore plus changé que Québec. Tu comprends? 1,2 milliard la franchise. Là. Prochaine, c'est 1,6. 1,6. C'est ça qu'on a entendu, Jerry? 1,7. 1,7 milliard. Oublie ça. On n'a pas d'argent pour ça. Puis, je veux juste vous dire. Américain. Je veux juste vous donner. OK, moi, j'ai quelqu'un il m'a écrit encore. Il m'a écrit hier. T'sais. Lui, il est allé en jet privé, puis il est allé. À la conférence de Vegas, il était là. OK? Quand Québec s'est présenté, là? Bon, on a comme été obligé d'y aller un peu, là, quand il y a eu l'histoire. Là. Il y a du monde qui sont allés en jet privé de Québécois. Mm-hmm. Les discussions avec Gary Bettman sur Québec, là, c'est depuis des années et des années terminé. Là. Il y a pas de... Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit « Are you in? » Puis le gars, il n'a pas été in. À partir de là, c'était fini. Là. Ça veut dire, on est sur une vieille nouvelle que le maire... Tu sais, le maire n'était même pas là. Lui, il était chez Centraide. C'est une vieille affaire. C'était réglé il y a longtemps. Il n'y aura pas de NHL. Il va juste avoir des matchs de temps en temps, comme on a eu à l'automne. That's it, that's all. Fini là. C'est ça que Québec est, puis c'est terminé, on passe à autre chose. Mais on a des spectacles d'envergure, c'est le fun, parce qu'il y a des tournées qui passent ici, puis on est content. Ça nous donne l'infrastructure qui permet ça. Exact. Mais le vieux Colisée, là, c'est quoi le débat là-dessus? Je le sais. Là, le vieux Colisée, hier, je vais parler du chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve. Claude Villeneuve a dit que le vieux Colisée, c'était pour lui un bâtiment patrimonial. Puis qu'on devrait uniquement penser à le démolir, que ce n'était pas une bonne idée, que les gens du milieu sont attachés au bâtiment. Je veux dire, moi, là... Il y a de l'histoire. Oui, mais non, mais... Il y a de l'histoire. Le Forum de Montréal est devenu un cinéma. Oui, je sais, puis c'est très poche, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. C'est très poche ce qu'ils ont fait avec, mais je veux dire, s'il y a une place qu'on aurait dû garder, c'est le... Oui, je suis d'accord avec toi. Pour l'histoire. Sauf que le vieux Colisée, c'est 3 millions par année que ça coûte en frais de chauffage puis d'électricité. Là. C'est surtout une bâtisse qui est là à mourir. Il n'y a plus rien dedans, là, Jeff. Il n'y a plus de tableau indicateur, il n'y a presque plus de bancs, il n'y a plus de bancs. Les bancs, les vitrines, en passant, là, puis les baies vitrées, là, sont rendus au séminaire Saint-François, là. C'est le séminaire Saint-François qui les a achetés quand ils ont fait leur nouvelle glace. Là. Ouais. OK? Fait que c'est une bâtisse là, avec des étages en béton, puis peut-être une vieille odeur de hot dog des années 95, là, mais c'est à peu près tout. Moi, ce que je dis, c'est pas compliqué. Là. Vendez ça pour une pièce à un promoteur. Il va avoir... c'est lui qui va devoir assumer la démolition du bâtiment. Puis après ça, il va proposer des projets. Mais là, on est rendu à combien de coûts de démolir? Là? C'est... Ben, je sais plus. C'est 10 millions. Plus que ça, il disait pas loin de 20 millions pour démolir. Mais moi, je crois pas ça parce qu'il disait que le Shea Stadium, ça a coûté 7 millions le démolir. Ouais, mais ici, c'est pas pareil. Ouais, non. Le métro passe en dessous. Oh non, c'est pas ici, ça. Non, pas ici. OK, c'est pas ici. Mais tu connais-tu un promoteur qui aimerait ça acheter un terrain pour avoir une facture de 8-9 millions à démolir dans ce coin-là? Dire, ça dépend du projet qui est proposé. Là, je pense qu'il y a du logement social qui pourrait se faire dans ce coin-là. L'autre chose qui avait été aussi avancée, c'est s'ils veulent garder, entre guillemets, l'histoire du Colisée, c'est qu'ils voulaient garder... Bon, on sait que quand les Nordiques sont revenus dans la Ligue nationale, quand on a fait l'agrandissement du Colisée, la bâtisse, on est parlé d'un... Avant, c'était une arche, puis après ça, on a fait une boîte carrée avec. Là. Puis là, les arches d'origine du Colisée sont encore là. Gardez les arches d'origine, mettez un toit seulement. Il semblerait que... Je pense que toute la surface réfrigérée... un genre d'abri tempo avec ça? Ben, moi, je ferais une patinoire en tant que telle pour les gens, le réfrigérer avec un abri seulement, puis garder 2 arches pour que ça fasse un petit côté architectural. Ouais, ça peut être ça. Puis ça pourrait être ça, là. Ouais. Mais vous aurez plus d'affaires à chauffer ça, puis payer 3 millions par année pour faire chauffer ça. Mais pourquoi ils chauffent ça? Ben, parce que je sais pas. Honnêtement, pour les rats. D'après moi, pour qu'ils soient confortables. Pour qu'ils soient confortables. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, la part de M. Villeneuve, notre historien. Mais il faut dire que ça niaise en tabarnak. Ben, c'est parce que... C'est-à-dire, à un moment donné... Là. Mais Marchand avait dit dans la campagne électorale 2021 que lui, ça faisait partie des choses qu'il voulait faire, la démolition. On est rendu, ça fait 3 ans, il n'a rien fait. Mais explique, parce que le sujet est anodin. Ouais. Mais je veux dire, ça montre quand même qu'on n'est pas capable. Tu sais, je veux dire... Essayez pas après ça de me parler d'un esti de projet de train à je sais pas combien de milliards. Ben voilà. Vous n'êtes pas capable de gérer le sort d'un aréna qui est fermé. Tu sais, je veux dire... Mais ils sont pas capables de rien... Jeff, moi, la conclusion que je fais de tout ça, quand je regarde les conseils municipaux et je les écoute parler, c'est trop gros pour eux autres.
sont pas capables de faire de la gestion efficace. T'sais, à part d'arriver à des folies vertes, là, puis des corridors, puis là, ils veulent mettre des toilettes au Mont-Bel-Air à... mais ça va avec la qualité des élus qu'on a maintenant au Québec dans tous les paliers inimaginables. Là. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez du changement, votez pour des gens qui ont autre chose en tête. Juste dire, nous autres, quand on dit que respect citoyen, c'est autre chose, justement, une majorité d'hommes puis de femmes d'affaires qui sont en affaires, qui connaissent la valeur de l'argent, puis qui sont habitués de se bouger pour qu'il se passe de quoi. Tu sais, je veux dire, si vous voulez ramener là, toujours la même type de philosophie, de brasseux, d'idées, de pelletage de nuages. Je vais te donner une patente de ce que tu dis là. Tu sais, moi, je serais pas capable d'aller promener en Europe pendant 10-12 jours pour arriver ici et dire que avec rien. Je serais pas capable de dire hey, j'ai été en Europe, je viens d'arriver, une compagnie qui s'installe ici, 2000 jobs, c'est technologique, on va être telle affaire. Ou encore, je sais pas, quelque chose. Là. Ça, c'est la raison d'un voyage de sortie. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu reviens, c'est comme si tu es en vacances. Il a ramené une réunion. Là, il va y avoir une réunion dans 2 ans, 2026, là, à Québec. Là, une réunion de je sais pas quoi qui a rapport avec le vélo, là, bien évidemment. Là. Mais non, je suis d'accord. Je comprends absolument. Voyons, es-tu sérieux dans ton management? Là? Tu es parti. Sinon, ça veut dire que c'est une job à mi-temps. Tu sais, si t'as le temps de partir de même, puis il se passe rien, puis tu gères des affaires à distance. Mais Bruno Marchand, il administre la ville à 40 000 pieds dans les airs. Tu sais, lui, il dit de temps en temps, il arrête à Québec pour saluer les gens, puis le reste du temps, il se promène, puis il donne des mains. Mais... C'est un faiseux, lui. C'est un faiseux, mais c'est des gens, c'est trop gros pour eux autres. Puis là, actuellement, je t'annonce qu'on a appris au conseil de ville de mardi que là, présentement, la ville est dans le trou de 6 millions. Donc, on a dépensé 6 millions de plus que ce qu'on a en revenus. Donc là, premièrement, on a décidé de geler l'embauche là, d'ici la fin de l'année. Après ça, on va soit devoir aller dans le fonds de prévoyance. C'est quoi qui fait que ça coûte plus cher la main? Ben, toutes sortes de maudites dépenses de fous, là, toutes sortes de patentes là, qu'ils font encore, là, puis des contrats, puis des histoires d'engager là, un contrat pour 2 ans à 456 560 $, pour 2 ans, une compagnie pour laver les chars de police. Ouais. Il me semble que 2 gars, 75 000 par année, ça aurait fait la job, là? Ben, c'est une belle job, laver des chars, 75 000 par année. 75 000 par année, laver des autos, d'après moi. Pas bien, moi, du monde qui gagne 75 000 par année à laver des chars. Ouvre les postes, des 2 postes tout de suite, tu vas avoir du monde en masse. Bon, mais c'est ça. Mais quand je parle de gestion terre à terre par des gens qui sont en affaires, c'est ça que je parle. Puis c'est ça qu'on a besoin à Québec. Là, les histoires, là, tout le temps, là, de la planète puis de l'environnement, on veut mettre des toilettes à Val-Bélair, des toilettes écologiques. Hey, là, c'est 30 degrés plus dans l'Antarctique, là. Non, on a quelque chose à faire là, avec ça. Là. OK? Ce train-là, c'est important là, pour le climat. Là. Le gars, c'est n'importe quoi. Tu me parles du climat puis tu me parles du train en même temps. J'ai une petite nouvelle de mercredi, là, Radio-Canada qui nous annonce en tant que tel que le fameux... vous savez, là, on était supposé de bâtir, il y avait un projet, là, le phare là, à l'entrée du boulevard Laurier. Ça, c'était une joke, ça. C'était 3 tours, là, 65 étages, je pense qu'on faisait. Là. Voyons. Et là, les gens... S'il y a quelqu'un qui a jamais cru à ça, tu y parles. Donc là, on nous dit que le projet là, est complètement abandonné, puis que ça s'appelait le projet Humanity, alors qu'il devait transformer le secteur de la Tête des Ponts officiellement avec 1500 unités d'habitation. Puis là, un des promoteurs immobiliers, Cogir, M. Mathieu Duguay, qui envisageait donc la construction de commerces, hôtels et bureaux conçus en fonction de l'implantation du réseau structurant. Il nous dit, et là ça c'est important, là, j'espère que tes auditeurs tes pirates vont bien comprendre, il nous dit, je le cite, ça nous prenait le pôle d'échange du tramway pour justifier le projet. Ouais. Puis il n'y en a pas. Il n'y en a plus parce qu'après ça, la CAQ ont décidé de changer l'itinéraire. Ce que je dis, puis ce qu'on dit chez Respect Citoyen depuis le début, c'est que le tramway, quand ils nous disent que c'est pour désengorger puis aider la fluidité, c'est de la bullshit. La raison première du projet de tramway, c'est de justifier des projets immobiliers par des promoteurs. Ceux qui poussent ça en arrière depuis le début, c'est des promoteurs immobiliers qui veulent absolument avoir ce projet-là pour justifier leur investissement. Le gars qui est derrière ça, c'est... un des gars qui est derrière ça, c'est Charette, là. Le chum à la bombe, là, le gars de l'Industrielle Alliance. Yvon. Bon, Yvon Charette, c'est son gars. C'est Charette ou Charret? Charret. On m'appelle Charret. C'est pareil. Charette. C'est son gars qui a des terrains. Écosse. Voilà.
Donc, dans ces plus que Il y a moi. lui, puis il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres au total. Il y en a 3 qui poussent énormément pour le projet. Puis ces gens-là, ben là, ils ont besoin du tramway pour justifier leur investissement. Puis, mais tu sais, c'est ça depuis le début. Fait que quand ils nous parlent... Fait que c'est pour ça que la semaine dernière, là, je veux dire, avec la lettre patente qui a été signée par Mme Guilbeault là, concernant le tramway, là, tout mon monde m'écrivait, puis là, c'était la panique, puis ça sacrait. J'ai dit, calmez-vous. Actuellement, la CAQ joue l'horloge. Je vais faire une référence au hockey. Ils jouent l'horloge. Ils savent que les élections fédérales s'en viennent. Ils savent que Poilievre ne mettra pas de maudite scène là-dedans. Oui. Ils jouent, puis ils ne veulent pas avoir le... Là, t'es sûr de ça que Poilievre ne mettra pas une scène là-dedans? Oui. Oh. Moi, je le crois. Je ne mettrai pas 5 piastres là-dessus, moi. OK. Moi, je le crois. Puis je crois aussi que, justement, la CAQ ne veut pas porter l'odieux de tirer sa plug. Fait que ils jouent l'horloge, ils étirent la sauce. Son affaire à elle, là, la plus saucée, c'est son histoire de troisième lien. Le troisième lien, elle est en appel d'offres international. C'est pas un appel d'offres, c'est quand même offre intérêt. Ouais. Appel d'intérêt. Ouais. Seriez-vous intéressé à bâtir? Ouais. Mais ça ne savent même pas où. Ça ne pas où, ça mais ne pas quel genre de patente. Non, mais... Je comprends pas, après toutes ces années-là, qu'on se casse encore la tête à savoir où est-ce qu'on doit le mettre. Là. Tout le monde le sait, il faut que ça soit à l'est. Là. Je sais pas pourquoi, là, ils se cassent la tête avec ça. Là. Mais ça, premièrement, c'est, si tu veux mon avis, là, puis je pense que tu l'as déjà dit toi-même, tant qu'à moi, là, ça en prend un pour remplacer le pont de Québec, plus sûr. Un à l'est. Mais oui. C'est ça que ça prend. Là. Oui. On est rendu là. C'est l'ouest et l'est. C'est ça. Ça prend... Regarde, je suis obligé de te dire qu'on a un thinking à faire global de tout le réseau de transport au complet à travers le Québec. Tu sais, le questionnement sur métropolitain qu'on a en ce moment, qu'il faut refaire métropolitain. Mm-hmm. Puis tu dis, Chris, on fait métropolitain. Métropolitain, c'est quoi qui est le défi? Chris, c'est dans les airs. T'es limité, t'es d'à côté après des bâtisses. Je veux dire, ils vont être obligés de fermer métropolitain. Ça va être l'enfer. Hein? Non, ça peut, là. Ça va être l'infernal. Mais ça, comment ça peut arriver qu'une région comme Montréal n'ait pas 1 et 2 périphériques alentours? Ouais. Hey, ça veut dire, il faut passer à travers la ville par la cave. C'est complètement cave. Donc, Québec, c'est la même affaire. Mais tu dis, j'écoutais son affaire, je me dis, mais voyons donc. Au début, je me disais, Chris, ça a du panache un peu. Elle a crissé dehors de son bureau un gars, l'a traité de péquiste. Elle arrivait avec une certaine drive. Mais là, elle est en train complètement de tout scraper sa patente. Elle est en train de se brûler bien raide. Y a-tu quelqu'un qui pense qu'on la croit une seconde, là? Ah oui, là, on donne le mandat. Puis, voyons, comme tu dis, c'est de... Moi, je peux pas croire qu'on va aller encore dans la prochaine élection provinciale en 2026 avec encore... La CAQ va encore se présenter avec comme projet fort pour la région de Québec le troisième lien. Hey, il faut que je te donne un scoop. Ah oui, vas-y. Jerry, je te donne un scoop. Mr. White, je te donne un scoop. Les Pirates, je te donne un scoop. Tiger, je te donne un scoop. OK? Tiger. Est-ce que tu avais entendu parler que Guilbeault il était en relation avec un développeur de Québec, sans le nommer, puis que cette rumeur-là, tu sais, ça avait pris de l'ampleur. T'as-tu entendu parler de ça, non? OK. Moi, je l'ai entendu parler. Ah. Ben oui, mais on l'a-tu demandé publiquement au gars? Ou c'était en dehors des ondes? En dehors des ondes. Ah oui? On lui a demandé en dehors des ondes? Oui. Okay. Parce que moi, j'ai connu... C'est moi qui avais fait la conférence de presse de Mme Guilbeault lorsqu'elle est arrivée dans une élection partielle dans Louis Hébert. Dans Louis Hébert. Dans ce temps-là, elle avait un conjoint, elle avait des jeunes enfants, elle venait d'avoir des enfants. Elle en avait un. C'est ça, à ce moment-là. Puis après ça, je pense qu'elle a quitté son conjoint, ou en tout cas, ils se sont séparés, puis je pense qu'elle était en relation avec quelqu'un qui travaillait dans son bureau. OK. Puis là, après ça, c'est ça. Après ça, ça a été dans les... C'est pas vraiment... C'était le ministre, là, le gars de la Gatineau, là. Puis il y a eu peut-être un bout de Wautier à travers, qu'on ne sait pas trop. Mais là, elle est célibataire. Et là, ben, la rumeur, c'est qu'elle est avec un développeur immobilier de Québec. Ah, d'accord. Et là, moi, quand j'ai eu la rumeur, j'ai envoyé un message au développeur immobilier. J'ai dit, tu es dans le même érage politique. Tu sais, il y en a tout le temps, Chris. On sait, on est là-dedans. Là. Ouais. Donc, j'ai envoyé l'info, tu sais, pour pas que si jamais... 1, je veux voir si c'est un peu vrai. 2, si jamais ça ne l'est pas, vu que c'est quelqu'un que j'apprécie, je veux qu'il sache, parce que tu vois, souvent, tu es le dernier à le savoir. Donc, là, il me dit, wow. Là, je pose la question à une couple de gars que travaille avec, que je connais. Je dis, ouais, parce que là, tu sais, moi, je suis la même place qu'elle. J'étais à Saint-Og. Mm-hmm. Donc, je suis dans des groupes de discussion de Saint-Og. Là, ça casse en crise là-dedans.
Donc là, la discussion part. Puis finalement, c'est pas mal. Ça continue. Quelqu'un m'appelle, me dit « Hey, tu sais que telle personne au poste de police, puis là, voici, les policiers savent que... » Là, ça finit plus, là. Là, quelqu'un m'écrit cette semaine, puis il dit « On a trouvé qui est le responsable d'avoir propagé la rumeur de Guilbeault avec le promoteur immobilier. » Ils ont des screenshots. Donc, c'est une pure rumeur. Là. En tout cas, je dis pas que la rumeur a été inventée par cette personne-là. OK. Je dis juste qu'elle a été hautement amplifiée par cette personne-là. Même en Europe, tu peux envoyer des textos. Hein? Ben oui. OK. Plus de Stéphane Lachance. Ben oui, vous savez mon affaire. Plus de Stéphane Lachance sur Radio Pirate Prime. Yes. Oui, c'est ça. Exact. Il y en a plus encore. C'est le fun d'être membre. Il y a du stock en tabarouette. Donc, allez sur radiopirate.com pour être membre. Il y a une semaine gratuite en passant si vous voulez essayer. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. JeffFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste Ding, ding, ding. lance le week-end parce qu'on est jeudi. Tabarouette, ça a été une semaine courte en plus. Des fois, l'aubergiste, On dirait qu'on la mérite pas. Quand il y a un congé le lundi, on dirait que le jeudi, on n'est pas... Non? OK. On mérite chaque congé. Parfait. On la mérite. Non, on ne mérite pas. C'est ça. Ben non, s'il y en a un qui est très week-end, c'est moi, là, mais j'ai Oui, t'es très j'ai un week-end. malaise. Ouais, t'es malade. Un malaise. Bon, on lance le week-end pareil. Tiens, c'est fait. Il faut trouver, puis ça, c'est un défi. Tu sais, l'ancien 12 piastres est rendu à 15 piastres, on l'est rendu à 20 piastres, on est rendu à 22 piastres, à 23 piastres. Des bouteilles à 22, 23, et SAQ, il y en a plein. On s'est entendu qu'il y a beaucoup de stock entre 20 et 25 Moi, j'ai arrêté de prendre du vin à 15. Oui, c'est ça. Toi, ça fait longtemps. Mais il me semble que... Mais il y en a. Ça fait pas 20 ans de ça, là. À la SAQ, tu as les petits prix. Tu as un étalage petit prix. Il y a du stock intéressant là-dedans pour vrai. Ça veut dire, c'est pas. Tu sais, le vin, des fois, c'est pas juste une question de prix. Dans le sens que, pas à cause que c'est pas cher que c'est pas bon. Il y a des vins, moi, des fois, des fistons avec une bouteille. Ah, OK, Valpolicella, telle affaire, une bouteille à 25 piastres, puis c'est très ordinaire, tu sais. Oui, exact. Mais je vous en parle pas, parce que moi, je vous parle de qu'est-ce que j'aime. Mais moi, j'ai de l'aide. L'aubergiste est aidé par Fiston. Fiston, c'est un maniaque de vino. Pour vrai. Là. C'est un fan de vin. Et lui, c'est ça, il lit un peu, il s'achète des affaires. Puis des fois, il m'arrive avec des affaires à le fun. Surprise. Recommandation de Fiston. Donc, lui, il m'arrive avec une bouteille de vin. Il dit, il dit ça, c'est bien. Là, on s'est fait une paella. Paella. C'est extraordinaire. Mais ce qui arrive, c'est que j'avais quelqu'un à table qui ne peut pas manger aucun poisson ou fruit de mer. Ben voyons. Bon, c'est une question de... Est-ce que c'est une question de goût? C'est une question de... ça veut dire... j'aime pas ça. Comme Carlos. Bon, exactement. Mais j'ai fait une superbe paella au poulet. Plein de safran. Plein de poivrons. Tu sais, c'est bon. Une belle paella bien faite avec un petit peu de juicy. Ça, c'est ça, la technique de la paella. Faut pas que le riz soit sec. Ça, c'est épouvantable. Et pour cette paella-là, j'avais quelque chose de super bon. Donc, le défi, c'est de trouver, ça, c'est un défi, d'avoir des quilles qui ont de l'allure. J'en ai une pas pire pour vous. Une bien de fun. 15 piastres. 15 et 20. C'est le prix exactement. Donc, rapport qualité-prix intéressant. Quand on parle de rapport qualité-prix, on parle souvent de l'Espagne et du Portugal. Ça, c'est souvent. On arrive souvent Espagne et Portugal. Portugal,
2 régions phares. Donc, il y a plein de régions fantastiques au Portugal. Vinho Verde, mais il y a 2 grosses régions tout à fait fantastiques. Le Dao et le Douro. Dao, souvent on les mêle. C'est normal. C'est 2 mots qui se ressemblent pas mal. Dao, Douro. Le Dao, c'est plus en bas. Le Douro, c'est un petit peu plus en haut. Donc, le Douro, c'est sur le long du fleuve. Le Dao, juste un petit peu en bas, plus montagneux, plus en altitude, mais ils sont collés un sur l'autre. Le Dao, c'est des vins plus fins. Fins dans le sens que un peu plus de finesse. Donc, les Portugais vont dire que le Dao, c'est les Bourgognes du Portugal. Ils ont pas mal raison, je pense. C'est sûr que ça n'a pas la super classe des grands Bourgognes, mais un Bourgogne régulier, un bon Bourgogne, bien, souvent les Dao, il y a des bombes là, dans le Dao, c'est épouvantable, là. Mais on peut le dire que ça ressemble à ça. Tu sais, belle acidité, des vins d'altitude, un sol granitique. Donc, puis le Dao aussi, les raisins reçoivent de la fraîche de l'Atlantique. Donc, ça fait des vins, justement, avec une très, très belle acidité. Mais aujourd'hui, on s'en va au Douro. Douro, plus chubby. Plus concentré. Avec un sol de schiste. Donc, plus de chaleur, plus chaleureux. Mais c'est ça, le Douro. Sur le long du fleuve, avec une paille d'un bon Douro économique que j'ai adoré. Le vin, le nom du vin, c'est Tons. T-O-N-S. T'essaies de le retenir? 4 lettres. Tons. Tons, c'est la firme João Ramos. Cette firme-là, portugaise, très connue, très connue au Portugal. Eux autres, ils font affaire dans 4 régions. Tu sais, ils ont des genres de bodegas dans 4 régions. Dans le Grand Nord, je dis le Grand Nord, c'est comme s'il y avait de la neige. Dans le Grand Nord du Portugal, les Vinho Verde, les Beiras, et ils sont aussi du côté de l'Alentejo. Alentejo, ça, c'est du côté, c'est le Portugal collé sur l'Espagne. C'est un beau coin de pays, ce coin-là. C'est incroyable. C'est comme la Mancha, mais au Portugal. C'est capoté, là. Ce coin-là, c'est capoté. Il y a des chevaux de cow-boy sur la tête, là. C'est bien à cheval, là. C'est un autre monde. C'est un Portugal différent. Et cette maison-là, cette firme, João Ramos, sont très implantés dans le Douro. Et leur vin, on va le dire, c'est un vin d'entrée de gamme, il faut le dire comme ça, couleur rubis foncé. Au nez, tu sais, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est bizarre de dire ça, mais c'est une bombe. C'est fantastique. C'est 15 piastres. C'est un deal. C'est un vrai deal. C'est pas cher. 15 piastres pour ça. Là. Et des fois, tu tombes sur des bouteilles à 25, 30. T'es comme un peu déçu. À 15, extraordinaire. Donc, le Tons, couleur rubis foncé au nez, le pif, très tarte aux fraises. Tu sais, la tarte aux... tu sais, la fraise qui a passé en cuisson. Là. Des tanins présents, c'est sûr. Les tanins sont là. Mais arrondis. Donc, c'est des tanins plaisants. Une flaveur très fraise. Il faut le dire, là, ce vin-là. Et la finale, c'est quand tu prends ta gorgée, du coup, tu dis, OK, oui, c'est assez... il y a une certaine, présence. Mais la finale est très, très lousse, très, très légère. Excellent vin. Ils ont lancé ce vin-là, je dis entrée de gamme, ils ont lancé ce vin-là en 2020 avec un succès, très grand succès. Le vin, en réalité, il y a eu 3 millésimes. 2020, 2021 et 2022. Présentement, à la SEQ, on a le 2022. Donc, c'est un vin qui est récent. Et le 2021, lui de l'année passée, James Suckling, donc ceux qui cotent les vins, ils ont coté 90 points. 90 points pour une bouteille à 15 piastres, c'est quand même pas pire. Mais à la SEQ, on a le 2022.
Mais le 2022 qui est dans l'espace cellier, à SEQ, là, il faut aller dans l'espace cellier. Wine Enthusiast l'a classé dans son listing de Best Buy, comme le magasin. Donc, très bon achat, classé par Wine Enthusiast à 15$. Donc, je me répète, cépage typique du Douro, Touriga National, Touriga Franca, Tinta Roriz, ça a 13,5% alcool, 2 grammes de sucre au litre. C'est sûr que les vins portugais du Douro, souvent, on est dans 4-5 grammes de sucre au litre. Ça ne dérange pas, ça. Mais pour certaines personnes, ça dérange. Ici, on est à 2 grammes de sucre au litre. C'est parfait. C'est bon. C'est chubby. C'est du bon rouge. C'est du Douro fantastique. TONS, Tons, 15 et 20. Recommandation de 15 et 20, concept. C'est 15 et 20. 15,20 $. Ouais, concept. Recommandation de fiston. Wow! Ça lance le week-end. Thank you à François. C'est François. C'est François. Ben oui, c'est François. C'est François. C'est François Pizza. Moi, c'est François. C'est François avec sa paille là. Oui, c'est François. Avec son... on avait 2 bouteilles, on l'a passé à travers, ça n'a pas été long. Donc, on a lancé le week-end officiellement grâce à Frankie et à Jerry, donc qui ont lancé le week-end pour l'aubergiste. On est profité pendant que tu faisais l'aubergiste pour faire mon don annuel à Wikipédia. Okay. Est-ce que tu fais faites-vous des dons à Wikipédia? Ça m'est déjà arrivé, mais pas récemment. OK. Moi, je trouve important de le faire. Oui. Parce que on s'en sert souvent. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire, avant, il y avait comme une histoire. Wikipédia. Mais voyons, on est tout le temps en train de checker des affaires sur Wikipédia. Et ça marche de manière volontaire. C'est une encyclopédie incroyable. C'est l'encyclopédie du web, là. C'est l'encyclopédie du web. On gagne un petit 20 une fois par année. Ça veut dire, si une couple de millions de personnes font ça, ben on est sûr de le garder parce que c'est là-dedans qu'on va chercher toute notre info. Ah ouais, mais là, c'est Wikipédia des fois. Non, moi excusez-moi, là. 99 fois sur 100, Wikipédia, ça coche pour ce que je recherche. J'ai pas besoin de autre chose. Donc, thank you pour le week-end, mon ami Jerry. C'est fait, c'est lancé. Garde. Un bon rouge portugais, pas cher. 15$. Ben oui. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Jeff Fillion. Notre ami Karim El Ayoubi, qui est le président de la commission politique au PCQ et également le spécialiste en santé, parce que c'est un sujet qui est d'abord très, très difficile à comprendre. Il y a tellement d'affaires en santé que ça prend quelqu'un qui connaît ça et ça donne que Karim est médecin et il est dans le domaine de la santé depuis toujours. Karim, t'es salué, mon ami. Salut, Jeff. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Good. T'as fait un petit pas un marathon, mais... un demi-Ironman. Un demi-Ironman au Texas. Exact, c'est en plein ça. Wow! OK, là, on parle plus, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu dis demi, c'est demi le kilomètre en course, demi en nage et demi-vélo. Tout est demi. C'est 1,9 de... Ouais, exactement, tout est demi, exactement. C'est 1,9 de nage. C'est quand même. C'est 90 de pas en miles dans le kilomètre, là, 90 de vélo puis 21 de course. OK, wow, quand même. Ça a bien été? Oui, assez fatigant. C'est Waco au Texas, c'est assez c'est très chaud, c'est windy. Ça fait que c'est difficile. C'est ta portion course, t'as fait combien? Au-dessus. Tu fais quoi, deux... Ben parce que les temps sont lents, là, c'est autour de 2,40 à peu 2,40 à peu près. À peu près dans les conditions. Oui, naturellement. Là, tu as fait du vélo avant. Là, naturellement, dans les conditions, puis tout ça. Donc, c'est des temps qui sont là. Puis, de toute façon, moi, je suis pas... c'est ça. Moi, je suis pas un athlète de haut niveau. Là. Le but, c'est de le compléter. C'est très fort. Mais bon, ça oblige à s'entraîner un peu. Mais, puis, as-tu toujours été sportif?
Oui, quand j'étais jeune, je jouais au hockey. Je n'avais pas le talent à Romy. Là. Donc, moi, je ne me suis pas rendu où est-ce que Romy s'est rendu, mais j'ai joué au hockey là, toute mon enfance. Après ça, j'ai switché plus vers les sports individuels. Lorsque... Tennis, maintenant de bain. Oui, exactement. J'ai au tennis, dans le temps que je demeurais pas loin de Romy, mon frère, on jouait régulièrement au tennis, on était des partenaires de tennis. Après ça, je veux dire, je me suis mis plus là, natation, vélo, j'aime particulièrement le vélo, et vélo de montagne, et vélo, et vélo de route. Donc, mais t'aimes le sport. Oui. Oui, exactement. J'ai commencé le golf il n'y a pas longtemps. Là. Ça, tu m'as dit que c'était plus dur. C'est plus dur. Ouais. ça, c'est plus dur. Mais pour un gars de hockey, ça se pogne assez vite. Oui, c'est ça. C'est que j'ai pas de temps de... tu sais, c'est long quand même, le golf. Donc, il faut vraiment que tu te prépares une journée à peu près, ou au moins une demi-journée. Puis, c'est très mental comme sport. Puis c'est le swing à prendre. Ma balle a tendance à dévier vers la droite tout le temps. Je frappe de la droite. J'ai une petite idée de qu'est-ce que le swing pour avoir. Ça fait que là, je tourne. Fait que là, tu sais, c'est pas très élégant. Je tourne mes pieds vers la gauche pour que la balle soit centrée. Je compense, ce qui n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Est-ce que Romy, as-tu arrêté de jouer au hockey après ou il a continué à jouer pour le fun? Dépendamment, as-tu joué au hockey longtemps ou il a arrêté complètement? Romy, il a arrêté pas mal complètement. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, Romy. C'est comme écœuré du hockey. Oui, c'est comme tanné du hockey. Lui, comment je peux dire, c'est un joueur assez prolifique, Romy. Il avait un talent énorme. Sa fin de carrière n'était pas celle qu'il aurait aimé. Là. Donc, lui, ça a été difficile là, à la fin, la façon dont ça s'est terminé, parce que lui, c'était un joueur qui était promu qui était considéré comme de niveau pour aller faire les pros, là, pour aller dans la Ligue nationale. Il y avait le talent. Un des meilleurs joueurs qui a passé au tournoi Pee-Wee, entre autres. Ouais, dans les bons joueurs qui a passé au tournoi Pee-Wee, c'est là que les gens l'ont remarqué vraiment. Je me rappelle qu'il y avait une journée où il avait compté, je sais pas, 7-8 buts. Oui, c'était un excellent sniper. Il avait une très bonne vision du jeu. Ça ne l'a pas aidé, ça, à 16 ans puis à 17 ans dans le junior majeur. Il y a eu une triple dislocation de l'épaule. Donc, disloquer l'épaule, revenir jouer, disloquer l'épaule, revenir jouer, disloquer l'épaule. Donc, dans ce temps-là, tu développes comme une faiblesse à l'épaule. Oui, puis aussi, tu sais, c'est pas long le temps pour te faire voir par les recruteurs. Hein. Tu arrives, déjà, il faut que tu domines à 16 ans parce que 17 ans, c'est ton année. Donc, si tu ne domines pas à 16 ans, tu as un gap à rattraper à 17. Ça fait que ça va vite. Hein. C'est pas comme au... Puis de ce que je me souviens, ça n'a pas tellement été... ça n'a pas été une expérience le fun avec Richard Martel. Ça a été une expérience catastrophique avec Richard Martel. Disons que Richard Martel et Romy, c'est deux personnes à ne pas... mettre dans la même place. Non, faut pas. Ça va mal se finir. Donc, si Romy est encore au Saguenay, il vote pas pour le Parti conservateur aux élections fédérales. Écoute, je pense, tu sais, ses valeurs sont conservatrices, mais en tout cas, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais il n'irait pas cocher Richard Martel. Il resterait probablement à la maison. Je me rappelle, Richard, des fois, m'appelait et me disait « J'ai de la misère avec ton neveu. » Mais premièrement, c'est pas mon neveu, c'est le fils de ma cousine. Je dis mais là, gars, je ne veux pas me mêler de ça. Là, regarde, c'est pas de mes affaires, puis tu as à dealer avec ça. Mais Richard, comme coach, a toujours eu beaucoup de difficultés avec les joueurs talentueux. C'est ce qu'on entend dire. Ouais. Disons, c'est ce qu'on entend dire. Ah ben regarde, tous les gars que je connais qui avaient du talent, c'était sa manière de coacher. Il mettait tout le monde à peu près au même niveau. Il frappait un peu plus sur les gars de talent. Je sais pas. Il se disait peut-être que c'était le moyen de plus les fouetter. Tout, c'est quelque chose qu'aujourd'hui ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est une manière de faire qui ne fonctionne plus du tout. Non, je pense que non. Puis, mais tu sais, il y a une chose qu'il faut dire aussi. Romy, lui, il ne s'est jamais apitoyé sur son sort par rapport à ça. Et il a toujours dit, il a toujours pris une part de responsabilité lui-même là, par rapport aux événements. Ça n'a pas bien été avec Richard Martel, clairement pas. Comme j'ai dit, c'est deux gars que tu ne mets pas dans la même pièce. Mais Romy n'a jamais mis tout le blâme sur son coach. C'est quelqu'un qui a très bien réussi. Je pense que finalement, c'était peut-être la bonne chose pour lui. Ça va tellement bien en droit en ce moment que probablement qu'il va faire plus d'argent à l'échelle de sa carrière en droit qu'il n'aurait fait au hockey. Donc, ça va super bien, ses affaires. Il performe très bien dans son domaine. Je me rappelle quand vous étiez toute jeune, vous veniez voir le hockey. Écoute, on a combien de différences? Hein? Moi, j'ai 57. T'as quel âge? Moi, j'ai 41. T'as 41. Donc, quand j'étais, c'est ça, midget, tout ça, que Marie venait avec les Bambinos,
Donc, vous n'étiez pas bien vieux, là. Exact. C'est en plein ça. Fait qu'on a, dans le fond, moi et toi, on a 16 ans de différence. Ça veut dire, toi avec Romy, tu as 20 ans de différence. 20 ans de différence. C'est ça, il y a un 20 de différence. Quand même, hein? Ouais. Je suis donc bien vieux. Mais t'as l'air plus jeune. T'es encore en shape. T'es encore en shape. Faut se tenir en shape. Faut faire attention. On fait attention. On mange pas de dessert. Karim, on y va avec l'histoire de la santé. Il faut parler de ce qui est arrivé cette semaine avec la CAQ. C'est quoi cette maudite patente-là d'enlever les médecins aux gens qui sont en santé et qui ont un médecin de famille? Dire, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de médecin. Puis maintenant, les gens qui vont avoir un médecin, c'est ceux qui ont un dossier médical plus épais, qui sont plus à risque, etc., etc. C'est quoi cette patente-là? Mais tu sais, là, la façon de prendre ça, moi, je le dis toujours, j'essaie d'être de bonne foi, l'enfer est pavé d'infinies de bonnes intentions. Moi, je pars avec la prémisse qu'il y a des bonnes intentions en arrière. Le problème, ce qu'il faut se rendre compte, puis je vais vous l'expliquer techniquement, là, c'est ce qu'ils veulent faire, ou disons le ballon qu'ils ont lancé pour voir, parce que la CAQ sont spécialistes en lançage de ballons, disons. Là. OK, toi, tu penses que c'est un ballon? Je pense que oui, parce que ils veulent sentir le pouls, voir comment c'est accueilli dans la population, puis je pense que c'est pas bien accueilli. Okay. Mais ce que ça nous dit globalement, c'est si on est rendu à faire ce qu'ils nous demandent de faire, moi, je répète, c'est l'échec du système. C'est l'échec total du système, parce que là, on tombe vraiment dans un système de rationnement. On dit, vous payez tous des impôts, vous payez tous des taxes, mais vous n'aurez pas accès aux soins de la même façon, avec la même rapidité. Ça ne fonctionne pas. C'est le contrat qui est pris avec le gouvernement. Est-ce que je peux en rajouter un aussi? Oui, vas-y. Dans le sens que je trouve que tu sais, on vient de parler de sport. Tu veux être en forme, tu fais tout pour vivre longtemps, on fait des sacrifices, on aimerait ça manger de la crème glacée à tous les soirs. On n'en mange pas tous les soirs. On essaie de s'entraîner, on essaie de faire des affaires parce qu'on veut être en forme. Et là, on dirait que ceux qui sont en forme sont pénalisés par rapport à ceux qui ne font pas attention. C'est comme le monde de l'envers. Exactement. Ça ne fonctionne pas. Et parce que ce qu'ils veulent faire ici, puis ça, c'est un bon point que tu amènes, Jeff, c'est que dans la prévention, tout ce que tu es en train de parler, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire toi, personnellement, tu essaies de faire du sport, tu essaies de t'alimenter comme il faut. Quand tu prends du poids, tu essaies d'en perdre. Ça, c'est la prévention primaire. Tu as une prévention secondaire aussi qui vient avec un suivi médical. Que ce soit un suivi avec une infirmière, une super infirmière ou un médecin, peu importe. Mais, tu sais, pour, je veux dire, cancer de la prostate. Aux 2 ans, si je veux dire, on diagnostique ton cancer de la prostate à temps, on t'évite des métastases, puis tu peux encore vivre jusqu'à 90, 95 ans. Sinon, si on te le diagnostique trop tard, ça peut être fini. Même chose pour le cancer colorectal, même chose pour le diabète. Des fois, moi, je reçois des patients, ça fait 7-8 ans qu'ils n'ont pas eu de médecin de famille, liste d'attente, ils arrivent, ils se pensent en bonne santé. Mais quand tu arrives, tu te rends compte qu'il y a une hémoglobine glyquée à 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire diabète complètement décompensé, puis le monsieur ou la madame l'ignorait. Donc ça, tu es en train de gruger ses vaisseaux sanguins, tu es en train de gruger ses artères coronariennes, il est plus à risque de faire un infarctus, tu comprends? Donc ça, ce qu'ils veulent faire en ce moment, c'est ils disent on va retirer potentiellement, là, c'est pas encore un projet de loi, mais retirer les gens qui ont un médecin de famille, on va le retirer et pour le donner à quelqu'un qui est sur la liste d'attente, qui est plus vulnérable. Le gros problème avec ça, c'est de un, lorsque tu es vulnérable, tu es en bonne santé cette année, tu ne le seras pas nécessairement l'année prochaine. Donc ça, si tu fais moins de prévention, tu risques d'avoir des patients qui étaient non vulnérables qui vont le devenir, plus de coûts au système et plus de morbidité médicale par rapport à la population générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, injustice totale, parce que les gens qui ont déjà leur médecin payent des impôts, ils payent des taxes aussi. Voilà. OK? Et troisième point, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. S'il n'y avait aucune autre solution, si on me dit qu'il n'y a aucune autre solution puis qu'on est rendu là, c'est que le système est à mettre à terre. Mais il y a d'autres solutions, clairement. C'est quoi ces fameuses autres solutions-là? Ça fait longtemps qu'on le dit. Là. À un moment donné, il existe des cliniques privées, OK? Ça existe. Il existe des gens qui travaillent au privé avec des plateaux techniques qui sont plus performants. Pourquoi les gens qui sont non vulnérables, par exemple, OK? Qui sont considérés non vulnérables, des problèmes de santé plus mineurs? Pourquoi tu ne pourrais pas, OK? 2 choses. 1, leur donner accès aux cliniques privées. C'est-à-dire, mal à la gorge, tu vas payer au privé. Tu as besoin de faire tes tests de dépistage, la carte d'assurance maladie va les payer au privé.
Tu peux laisser le public peut-être se charger de cas plus complexes que les plateaux techniques au privé ne sont pas nécessairement opérationnels en ce moment au Québec, quoique ça s'améliore, quoique ça prend beaucoup d'ampleur. Là, le réseau privé, si on regarde un peu ce qu'ils font dans les cliniques Lacroix à l'heure actuelle, ils font quand même de la grosse médecine. Là. Ils sont même rendus qu'ils font des hernies discales, des chirurgies de la colonne. Donc, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Mais ça, on devrait absolument séparer le payeur de soins puis comprendre là, l'assureur, le payeur, ne se doit pas systématiquement d'être le fournisseur de soins. C'est ça que la population, il faut qu'elle commence à comprendre. Donc, les cas, OK, tu as des délais déraisonnables pour avoir accès à un médecin de famille ou pour avoir accès à un spécialiste. La carte d'assurance maladie se doit de payer au privé. Ça, c'est clair. Autre chose, on n'est pas capable, l'assureur, en faisant ce que le ministre Dubé veut potentiellement faire en ce moment, ça voudrait dire que c'est un bris de contrat entre ton assureur et toi. Ton assureur, tu payes des impôts, tu payes des taxes, tu es assuré par la RAMQ. Si on n'est pas capable de te donner un service, il faut te donner la possibilité de te retirer de cette assurance-là et de te prendre un assureur privé pour tes soins. Et là, si tu libéralises le réseau comme ça, il va se créer de plus en plus de fournisseurs. Et ton assureur, lui, ils vont se compétitionner ensemble, les assureurs, comme ça se passe en Suisse, comme ça se passe aux Pays-Bas, comme ça se passe en Suède. L'État, à part la Suisse, c'est un cas plus particulier, mais si tu prends par exemple la Suède, tu prends les Pays-Bas, tu prends l'Allemagne, l'État demeure quand même l'assureur majoritaire, mais tu as droit de souscrire à des assureurs privés. Donc, tu as une compétition entre l'assureur étatique et les assureurs privés et tu fais émerger autour un réseau de fournisseurs de soins beaucoup plus riches avec ça. Donc ça, tu peux faire ça. Et je le dis tout le temps, il faut augmenter le nombre de médecins. On en a 3 par 1000 habitants ici. Oui, bien le gros bug est là. Tu sais qu'on mélange privé et public, ça, c'est sûr que c'est ce qu'il faut faire. Mais ultimement, si tout le monde se garoche au privé aussi, parce que là, il manque, on sait qu'il en manque au public, on va, après un certain temps, aussi arriver qu'on va appeler au privé, puis il n'y aura pas de place non plus, parce qu'il manque de médecins. Bon point. L'avantage avec le privé, c'est qu'en raison d'une bureaucratie et une gestion qui est meilleure, les plateaux techniques ont démontré plus d'efficacité. On prend par exemple l'exemple avec l'ASIC-MD à Lévis. Ils font à peu près 2 fois plus de chirurgie de la cataracte au même coût unitaire que dans le public par rapport au réseau public. Donc ça, tu gagnes en efficacité dans le réseau privé. Donc ça, tu as un gain de productivité même sans augmenter les effectifs. Mais oui, il faut augmenter les effectifs. Si on se compare ailleurs dans le monde, nous, on en a à peu près 3 par 1000 habitants des médecins. Les pays les plus performants en ont entre 4 et 6. 6, c'est exagéré, on ne pourra pas doubler. Je pense que ce serait déraisonnable. 4. Mais si tu fais juste monter à 4, déjà, tu améliores ton réseau. Si on prend, par exemple, les fameux super infirmières. Mais si on dit 4, je serais peut-être capable de faire la règle de 3 vite, là, mais on parle de combien de plus? On parlerait au niveau là, des médecins de... si on parle au niveau des médecins de famille, la FMOQ dit qu'il en manque entre 1000 et 1500. On sera à peu près à 1500 médecins de famille de plus, 1500 spécialistes. Est-ce que nos universités sont capables de produire 1500 de plus? Tu veux dire 3000 de plus, là, parce que si tu prends médecins et infirmières, si on fait la règle de 3 rapidement, c'est peut-être même une petite affaire plus que ça. Demain matin, probablement pas. Graduellement, oui. Mais t'as pas, on l'avait fait le calcul, nous, dans notre cadre financier, là, ce qu'on voulait faire, on peut se référer au cadre financier du Parti conservateur du Québec, de Liberté 22. Tu peux également en prendre une partie puis reconnaître plus rapidement des diplômes étrangers. Il y a une entente France-Québec, OK? Et des fois, ça prend plus que 2 ans à reconnaître un diplôme français, ce qui fait pas de sens, tant qu'à moi. Lorsqu'au Québec, tu t'en vas en France, après 2-3 mois, ton diplôme est reconnu. Donc ça, tu as la reconnaissance des diplômes étrangers plus rapidement. Pierre Poilievre en avait parlé là, d'une reconnaissance d'un diplôme à l'échelle canadienne. Je suis tout à fait d'accord avec son principe. Le problème, c'est que comme c'est de compétences provinciales, il va se buter à certaines bureaucraties. Donc, et là, il faut voir avec les facultés de médecine. Moi, je pense que oui, surtout aujourd'hui, avec, je veux dire, l'apprentissage on a beaucoup d'apprentissage virtuel aujourd'hui, donc ça peut aider, mais il faut quand même qu'il y ait des milieux de stage. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que les régions
acceptent plus de résidents et d'externes en stage. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a la question, là, la médecine, ça ne peut pas juste s'apprendre virtuellement. C'est pas. La chose la plus difficile en médecine, c'est pas l'acquisition des connaissances. On a quand même beaucoup de temps pour les acquérir, les connaissances. C'est plus la transposition clinique là, des connaissances. Donc, on a besoin de milieu de stage. Mais oui, c'est tout à fait possible. Tu sais, regardez, puis il faut s'arranger pour que ce soit possible. Pourquoi c'est possible en Europe, c'est pas possible ici? Pourquoi c'est. Mais là, es-tu en train de faire. Es-tu en train de me dire que. Parce que moi, j'ai toujours pensé. Tu sais, j'ai pas compris l'histoire de M. Dubé, là. J'ai pas compris qu'il s'entête à essayer de faire marcher quelque chose qu'on sait qui est fini. OK, tu viens de le dire, là, probablement qu'on n'est pas loin de la fissure totale là, du système. Mais toi, tu me dis, un peu, avant de le défaire au complet, puis qu'on parte avec un nouveau modèle, on est capable, avec le modèle qu'il y a là, de faire quelque chose de pas pire. Ben, ce que je suis en train de te dire, c'est on défait quand même pas mal le modèle. Oh oui, je sais, on défait quand même pas mal le modèle. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours que... Puis à un moment donné, moi, je suis... Comment je peux dire? Au départ, quand j'ai débuté en politique, j'étais plus drastique dans les changements que je voulais amener. Puis à un moment donné... Mais tu as fini par comprendre que être drastique, tu n'arriveras à rien. Exactement. Puis c'était une discussion que j'avais eue à un moment donné avec Michel Kelly-Gagnon. Je pense que tu le connais. Très bien, oui. Tu le connais. Puis si lui m'avait fait réfléchir, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience dans les politiques publiques. Puis à un moment donné, je parlais du modèle de la Suisse qui m'intéressait beaucoup. Puis je dis, pourquoi on n'a pas ce modèle-là? Il y a des rankings tellement performants. Puis là, ce qu'il m'avait dit, ouais, mais regarde le PIB per capita en Suisse, regarde le PIB per capita ici, et regarde la différence du modèle. C'est qu'en Suisse, tu n'as pas d'assureurs de l'État, c'est uniquement des assureurs privés qui se concurrencent les uns. Tout est privatisé, sauf que l'État, en guise de justice sociale, en fonction de ton revenu, vont t'aider avec ton assureur privé. Puis moi, c'est un système d'ultra-concurrence. L'attente est à peu près inexistante. Mais le modèle... Mais c'est basé sur un pays riche, là, très riche. C'est basé sur un pays très riche et le modèle est tellement éloigné du nôtre que si tu veux l'implanter, parce qu'il faut que tu fasses avec ton peuple aussi. Tu ne peux pas rentrer dans la gorge des choses au peuple. Le peuple québécois, c'est pas les Suisses, c'est pas les Taïwanais non plus. Taïwan a un excellent modèle qui est très privatisé. Mais tu peux pas... Ici... l'État va toujours garder une place importante. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc, il faut que tu te bases sur des modèles que le peuple peut accepter. Puis lorsque tu arrives avec le Danemark, lorsque tu arrives avec la Suède, lorsque tu arrives avec l'Allemagne, c'est des modèles qui sont plus facilement implantables ici que soit le modèle américain, soit le modèle suisse, par exemple. Ouais. Mais tu sais, Dubé, il a avoué, OK, il a dit... Ça, c'est ses paroles à lui. Il dit « Nous sommes très conscients des difficultés d'accès aux soins de santé. » Donc, il l'avoue d'une manière que le problème, c'est l'accès, en réalité. C'est ça, c'est la porte d'entrée, c'est ça. Oui, exact. Là, il parle d'IPS et les pharmaciens qui pourraient venir aider. C'est quoi ça, l'IPS? Infirmière praticienne spécialisée. OK. Ça, ici, on en a à peu près deux. Donc, les super infirmières. OK, bon. Exactement. Okay, donc, les super infirmières, c'est sûr que super infirmières sont de plus en plus autonomes. Ils font ils posent des diagnostics autonomes. Ils sont où, eux ils font des traitements. Physiquement, ils sont où? Dans les hôpitaux? Ouais. Ils se promènent? Ils font quoi, là? Tu en as dans différents secteurs. Okay. Donc, tu en as en groupe de médecine familiale, OK? Tu en as aussi en clinique d'IPS, juste des infirmières entre elles. Tu en as d'autres qui sont avec des médecins dans des groupes de médecine familiale pour faire l'équivalent d'une pratique générale. Et donc excuse-moi, mais donc un client, d'une manière, pourrait arriver dans une clinique puis il ne rencontre pas un médecin, mais il rencontre l'infirmière. Absolument. OK. Oui. Bon. Et il y en a également en psychiatrie, OK, pour la santé mentale, qui aide beaucoup les psychiatres. Tu en as en néonatologie. Tu en as également qui vont travailler avec des chirurgiens cardiaques, des cardiologues, donc à l'intérieur des hôpitaux. Le problème au Québec, donc, il y a de l'avenir qui est intéressant avec ça, mais on en a à l'heure actuelle à peu près 2 fois moins, presque 2 fois moins que l'Ontario. Donc, si on doublait le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées, là, super infirmières, entre guillemets, ça pourrait clairement aider. Pharmacien, oui. Ce qu'on parle, le décloisonnement des professions, ça, c'est sûr que ça peut aider. On est quand même déjà pas pire en décloisonnement des professions avec les lois 31-41. Est-ce que les médecins, le patente des médecins, le genre de syndicat, est-ce qu'ils bloquent ça ou c'est pas pire? Là? Bien, moi, je n'ai pas l'impression qu'en 2024, le problème, c'est les médecins qui bloquent. Je n'ai pas cette impression-là. Okay. Il faut bien comprendre que parce que les mentalités ont beaucoup changé, et
lorsqu'on demande à d'autres professionnels d'en faire plus, j'avais eu une discussion à la dernière campagne électorale avec le président de l'Ordre des pharmaciens. Puis lui, ce qu'il m'avait dit à l'époque, il m'a dit, ouais, il dit, c'est bien beau de nous en demander plus. Vous nous en demandez plus, mais nous, il faut nous offrir quelque chose en échange. C'est normal. Et eux, ce qu'ils disaient, les pharmaciens, c'est que si vous en mettez plus dans notre cours, ben nous, il faut nous alléger de certains de travaux plus cléricales, et pour ça nous prendrait plus de techniciennes en pharmacie, techniciennes en pharmacie de niveau collégial pour pouvoir prendre des tâches que le pharmacien fait. Tu comprends? Après ça, ça prendrait une rémunération du conseil qu'il donne. Parce que c'est sûr que là, tu as des négociations, tu dis, ouais, tu m'en demandes plus. Puis c'est humain, c'est normal. Même chose si tu dis à une infirmière, tu dis, moi, je veux que tu poses des diagnostics à l'urgence. Elle va dire, ouais, OK, mais moi, tu mets ma responsabilité professionnelle plus en jeu à ce moment-là. Si je n'ai pas un médecin pour me baquer à côté, ben, tu me donnes quoi en échange? Et je ne critique pas cette négociation-là. À un moment donné, moi, si demain matin, tu me demandes de faire de faire de l'orthopédie, ben, je vais dire, oui, ben, t'as peu, là. faut que je me forme, de un. Et ben là, tu mets ma responsabilité en jeu. Si moi, je n'ai pas une formation complète en orthopédie, tu veux que j'en fasse parce qu'on n'a pas assez d'orthopédistes, ben là, il faut faire attention. Là. Moi, je veux que tu me donnes quelque chose de plus parce que je mets ma responsabilité en jeu. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est complexe, le décloisonnement des professions, mais je pense qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté. Ça, il faut le donner. Je pense qu'il y a de la volonté du gouvernement à l'heure actuelle. En ce moment, il pousse là-dessus. Oui, absolument. Bon. Ça, il faut le donner. Et je ne vois pas de grande réticence auprès des médecins. Est-ce que... donc, je reviens sur ma question parce que il y a deux affaires que tu as touchées là-dedans. Tu as dit, il faut que j'aille à la vitesse que les gens vont. Mais quand on décortique au niveau idéologique la population du Québec, que ce soit pour les élections fédérales, les élections provinciales ou d'autres sondages, entre autres sur la santé, il y a une énorme différence entre les 65 ans et plus et le reste de la population sur les affaires qu'on veut. J'ai un exemple. Les gens de 65 ans et plus veulent garder le modèle actuel même s'il ne fonctionne pas. Donc, ils ne veulent aucun privé dans le réseau de la santé. OK? Ils profitent de privé. Mais quand tu leur demandes, ils n'en veulent pas. Ils écoutent la TV leur dit que c'est mauvais, donc ils disent que c'est mauvais. Quand tu vas dans les sous-groupes après, en bas de 65 ans, c'est une autre affaire complètement. C'est la même chose pour leur amour des partis politiques. Le Québec va élire probablement 42 députés du Bloc et c'est les 50, plus 65, c'est les 65 ans et plus à la hauteur de 70 % qui vont voter pour le Bloc. Quand tu regardes les groupes 18-34, 25-54, donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a comme une fracture dans la société sur qu'est-ce qu'on devrait faire entre les plus jeunes et les plus vieux. Les plus vieux, en tout cas, ma vision à moi, ils ont fait un bout. Ils nous ont amené ce système-là qui est rendu en bout de vie. Mais ils ne veulent pas l'abandonner. Mais ils sont encore en nombre quand même assez nombreux. C'est eux autres qui vont voter, etc. Ils sont encore influents. Mais là, on va-tu attendre qu'ils meurent la gang pour faire les changements ou on est capable de faire les changements pour ceux qui suivent après que eux sont prêts à faire le move? Et peut-être pas aussi drastique que tu dis, de dire, écoutez, on a vu, j'ai été en vacances à telle place, j'ai essayé le réseau de la santé, ça roule bien, etc., etc. Pourquoi on n'a pas ça, nous, ici? Donc, sans être drastique, la moitié des Québécois sont prêts au changement, mais on semble écouter seulement les gens de 65 ans et plus. Est-ce que je rêve? Non, je pense que tu rêves pas. C'est parce qu'il y a un poids électoral, ils se lèvent puis ils vont voter. Je sais. Exactement. Donc, c'est sûr que tu as une population qui est vieillissante. Et sont nombreux. Ils vont voter. C'est sûr que nous, on s'en cache pas, le Parti conservateur du Québec, nos idées sont beaucoup plus près des 30-50 à peu près. Dans le sondage que je parle, vous n'êtes pas là du tout dans les 65 ans et plus. On n'est pas là. On est inexistant. C'est vraiment inexistant. Mais vous êtes deuxième dans le groupe d'avant. Tout à fait. Vous êtes deuxième aussi dans le groupe 18-34. Tout à fait. Donc, ça, il y a une grosse différence. Là. Exactement. Donc, on fait partie de l'équation dans ces groupes-là. Donc, si on prend entre 18 et 50 ou 18-50 à peu près, on est dans l'équation, on est dans la game politique. Ça veut dire on peut lutter pour avoir
si c'était juste ces gens-là qui votaient, ben on aurait plusieurs députés. Vous auriez probablement 25 députés. Exactement. On pourrait potentiellement être l'opposition officielle. Ouais. Donc, tu sais, on pourrait quand même avoir un poids politique beaucoup plus important. Maintenant, si on essaie de plaire aux plus vieux, ça serait une stratégie. Mais moi, je serais contre cette stratégie-là. Pourquoi? Moi, je souhaite que les plus vieux votent pour nous aussi. Mais c'est parce qu'on diluerait tellement notre discours on serait impertinent comme parti politique. On n'a pas besoin de 5 partis politiques. Si nous, on est pour dire la même chose, pour plaire à une certaine génération, puis je répète ce que tu dis souvent, ça inclut pas les pirates. Ça, c'est sûr et certain. Le pirate de 70 ans, ça l'exclut. Mais c'est parce que là, on n'a plus de pertinence à ce moment-là. Je veux dire, si on est pour dire la même chose mais si tu es au gouvernement, là, mettons, tu es Dubé, là, OK, tu t'assois avec le gars qui est à côté du premier ministre, là, qui n'est pas élu, les deux qui sont là. Puis eux autres, ils savent que s'ils ont à être élus dans 2 ans, c'est avec la crowd de 65 ans et plus. Donc, toute leur chose à laquelle ils vont penser, c'est en fonction de plaire à ces gens-là qui vont décider si ce sera le PQ ou la CAQ qui va être au pouvoir encore. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que ça marche. Moi, je pense que c'est comme ça que ça marche parce que je ne peux pas croire que quelqu'un, par exemple, je pense pas que Christian Dubé est un idéologue du monopole public. C'est un gars qui vient du privé. Pour avoir fait un débat avec lui à un moment donné, on était plutôt assez près des idées lorsqu'on parle du privé en santé. On était pas mal, moi et lui, contre à peu près tout le monde là, par rapport à ça. Mais il n'est pas capable de le faire. Exactement. Pour les raisons qu'on vient de dire. Exactement. Puis il ne faut pas oublier, le big boss, c'est le PM. Hein? Le PM, je veux dire, dans un gouvernement majoritaire au sein d'un système parlementaire britannique, c'est un monarque, là, pratiquement. On va élire un monarque. Là. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, est-ce que François Legault, est-ce que Martin Koskinen le laisse aller comme il veut, faire sa réforme comme il le veut? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'ai un point d'interrogation. Mais moi, je pense que ce qu'on est en train de discuter en ce moment, ça me surprendrait qu'un type comme Christian Dubé soit fortement en désaccord avec ce qu'on est en train de dire. Par rapport à l'implication du privé, par rapport à l'assureur monopolistique, je ne penserais pas. Mais comme tu dis, c'est le principe de la démocratie, c'est monsieur, madame, tout le monde qui prennent un bout de papier et qui le mettent dans une urne. Ça fait que si tu veux être réélu, tu n'as pas le choix de faire en fonction... tu as 2 choses à faire. Soit, tu y vas avec la crowd qui vont voter, soit tu décides de te sacrifier politiquement, puis d'entamer une réforme, une refonte qui va tellement être avancée que ça va être extrêmement difficile pour ton successeur de la débattir. Ouais. Ça, c'est une autre stratégie. Mais il faut que tu t'attendes. Et même, je te dirais... disons que le Parti conservateur prenait le pouvoir et on entamait ces réformes-là, même si tu excluais la portion des 60 et plus ou des 55 et plus, que de toute façon, ils ne voteraient pas pour nous, je pense qu'il y aurait de fortes chances que même les plus jeunes se rebellent contre nous. Et je m'explique pourquoi, parce que les changements sont tellement importants que les syndicats vont crier, les médias vont crier, même si ce serait des bonnes réformes, selon moi, tu aurais fort probablement un prix à payer. Ce serait difficile de faire 2 mandats. Donc, on est pogné avec ça, là. Je suis un peu pessimiste, mais écoute, mais au moins, il y aurait des réformes qui sont peut-être qu'on ferait 2 mandats, peut-être là, on parle dans la politique fiction complètement, mais je pense que quand t'amènes des réformes colossales comme ça, lorsque tu veux changer un système de façon très importante, il y a un prix politique à payer, je pense. Donc là, faut que tu sois prêt à le payer. Je fais l'image, OK? Christian Dubé va s'asseoir, il rentre dans le bureau du premier ministre, puis il y a Kostinen, puis l'autre gars d'à côté, là, Gobeil, je ne sais pas trop. Les 3 sont là, il y a des boîtes de poulet, ça s'assoit, puis là, il dit, bon, OK, on a des problèmes. Voici la solution A qui va régler 80% des problèmes. Voici la solution B qui va régler peut-être 30% des problèmes. C'est vraiment une solution magique, la A est vraiment bonne, puis on peut la faire, puis on peut en dedans d'1 an être faite. OK, c'est quoi le downside? Le downside, c'est que la solution A, elle est complètement refusée par les électeurs de 65 ans et plus. Tandis que la B, elle passe avec celle de 65 ans et plus. À l'inverse, elle ne passe pas que les jeunes. T'sais, et le premier ministre, il va prendre laquelle? Il va prendre la B. Ben oui.
À moins qu'il accepte de de risquer un sacrifice là, on politique. est dans la fiction pour vrai. Là, on est vraiment dans la fiction. Là, on est dans la fiction. Mais on s'entend là-dessus. Là. Oui. C'est B. Oui. C'est B. Moi, des fois, quand j'entends ça, la démocratie me fait peur. Tu sais, je veux dire, le but, c'est de soigner le monde, c'est d'avoir le meilleur système de santé possible. Là, si on est dans le calcul politique, c'est à savoir lequel qu'on prend. Puis on fait le calcul, puis on dit, ben la solution qu'on prend, c'est la pire parce qu'elle est plus payante à l'élection. Ça nous fait perdre confiance beaucoup à beaucoup de choses. Ben, philosophiquement parlant, la démocratie, c'est le moins pire des systèmes, mais c'est loin d'être le meilleur. C'est ça. Il ne faut pas juste prendre la cote qui dit c'est loin d'être le meilleur, mais c'est le moins pire. Donc, c'est ça. Il fait en sorte qu'on tourne en rond, puis il fait en sorte que c'est sûr que si tu as une crowd qui vote beaucoup plus, ben cette crowd-là peut faire un certain hold-up de l'État. C'est une réalité, mais c'est aux autres aussi à se lever et à aller voter. Écoute, c'est très imparfait, mais au moins, ça nous empêche de ne pas avoir des tyrans au pouvoir. Ça fait que sur le plan philosophique, je suis content de vivre dans une démocratie libérale, mais c'est sûr que d'avoir l'autorité du gouvernement de Singapour pour faire la réforme de santé à Singapour, elle s'est faite, la réforme de santé, mais il n'y avait pas vraiment le choix. Mais ça a bien tourné. Ça a bien tourné, mais il n'y avait pas vraiment le choix. Et là, je ne voudrais pas vivre dans un système autoritaire comme à Singapour, mais c'est pour répondre à ta question. C'est sûr qu'un PM, quand il regarde ça, il va choisir la solution B. Ouais. Hey, plus de Karim. Ah oui, Karim El Ayoumi est extraordinaire. Merci d'avoir été si généreux avec nous autres. Mais plus de Karim, encore quasiment un petit 40 minutes de plus avec Karim sur la version Prime de Radio Pirate. Tiens-toi. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Beaucoup de plaisir. Bon matin, Québec, mon ami Gilles. Gilles. Comment vont tes podcasts? Avais-tu un invité aujourd'hui, récemment? Je fais quelque chose. Oui, mais moi, tu sais que je tire partout. Je me tire partout. Oui, j'avais... cette semaine, chez Kijé, j'ai le... Il y en a un qui appelle ça le Trésor national. Faut aimer, là, mais moi, j'aime l'histoire. Puis j'aime l'histoire de la Ville de Québec parce que je vis à Haute-Ville maintenant. Fait que je suis plus à même de... Puis je vois toutes les affiches que je vois. T'sais, finalement, je me promenais en ville dans le temps en colombe. Je regarde rien. Là, je regarde plus les affiches pour expliquer qui a vécu ici. J'ai vu la maison où René Lévesque... Ça, faut que je te raconte cette anecdote-là, c'est super drôle. Tout de suite après la porte Saint-Louis, quand tu avances en direction est vers le château, tu descends Saint-Louis, tout de suite après la porte, la première ou la deuxième rue, il y a des apparts, puis René Lévesque était là, pendant le temps qu'il était premier ministre. OK. Mais moi, je savais, quand j'ai vu il y a une plaque, là, puis c'est ça, je voulais dire, les plaques, il y en a beaucoup à Québec, les bleus, les plaques bleues. Ouais. On ne regarde pas toutes, là. Non. Mais j'ai vu la vieille brasserie, les premières bières, la Boswell, toutes sortes d'affaires. J'apprends en lisant ça. Fait que mon invité aujourd'hui, cette semaine, c'est Denis Anger. Mais à un moment donné... Denis Anger, c'est qui? Denis Anger, c'est un journaliste à l'époque, mais qui est historien. Okay. C'est lui qui fait une émission qui est très populaire. C'est le beau-père à notre chum de Dieu, je pense, hein? C'est ça, hein? Peut-être. Oui, je pense que c'est le beau-père. Mais c'est un gars c'est le chum de la mère à Dodu, notre chum Dodu. C'est un excellent conteur. C'est un bon conteur. Puis il a travaillé à la commission de la capitale nationale. Il était journaliste, toute la patente. Fait que là, il s'amuse. Mais lui, il m'avait dit, parce que faut que tu vois, si tu allais à la cour intérieure, tu verrais où René Lévesque sortait pour tromper sa femme. Il y avait toutes sortes de maudites sorties. C'est super drôle. Il était aux femmes, hein? Lui, ça allait assez bien. Lettre comme ça se peut pas, mais charmeur, je me il mettait quasiment un pantin pour faire voir qu'il était en train de lire dans le salon, mais il était parti. Fait que René, c'était un schnappant, comme dirait, un vlimeux. Ma mère appelait ça des petits vlimeux. Mais là, le bélo hier, c'était quoi? T'es-tu allé au bélo hier? Oui. OK. J'ai été vu. J'allais au bélo, effectivement. J'avais un meeting. T'étais au bélo avec l'associé du propriétaire du resto. Oui. Pas pire, hein? Non, t'es formé en tabarouette. Non, puis je me cache pas, Bello, excellent restaurant. En ville. Oui, bien toujours. Ben, j'ai vu en rentrant que plusieurs m'ont salué, fait que je dis, mais j'ai jamais pensé qu'elle allait te parler. Mais en même temps, l'important, c'est qu'ils ne sachent pas trop de quoi on parle. Mais on se rapproche, là, tranquillement. On se rapproche. Puis c'est pas banal d'être au vélo. Fait que, je t'en dis pas plus. Très bon restaurant. Mais oui, exactement. Mais je voulais te parler 2 secondes de quelque chose qui me fait sourire. Non, en même temps, c'est pas vrai. Là. Je vais juste te ramener
en 1985. OK, je vous ramène tout le monde en 85. On ouvre la radio, puis nous autres, on travaillait à la radio. Oui. Puis on annonçait à ce temps-ci de l'année, faites changer vos pneus d'hiver, posez, balancez 19,95. C'était ça. Ben, pas, il fallait être tes pneus, évidemment, là, mais je parle l'installation. On est rendu ailleurs aujourd'hui. Mais là, ça, c'était 85? 85. En 1985, 19,95, ça montait à 29,95. Mais je veux vous dire aujourd'hui qu'on est ailleurs. Mais mon point n'est pas là. C'est combien aujourd'hui? C'est trop. C'est beaucoup trop. C'est 150. C'est 150? À peu près 150. OK, Posez, balancez, mettez dans ta machine de musique là, qui dit... oui, je vais aller voir ça. Okay. Où est-ce que tu mets le montant de 85? L'inflation. Le prix aujourd'hui. Le prix réel, ben c'est 4 pneus. La plupart des gens... excuse-moi. Si tu fais enlever tes roues au complet, peut-être c'est moins cher. Mais moi, je fais enlever les pneus. Je les garde sur mes rimes parce que tu sais, quand tu loues un char, tu ne loues pas trop longtemps. Je fais plus ou moins attention aux jantes de roue. Oui, c'est ça. Mais c'est plus ouvrable. Il faut qu'ils enlèvent, ils balancent, puis ils font des tests, puis toute la patente. Fait que finalement, ils nous disent que c'était très important. Mais ça coûtait ça pareil. Ça coûtait 20$. C'est quoi En 85, oui. 30$. Oui. Aujourd'hui, ça vaut sur les 16. OK, bon, on se fait fourrer. Ben oui, mais on paye trop cher. C'est ça. C'est comme le reste. Mais à chaque fois qu'on fait ce test, à chaque fois qu'on check, c'est toujours on pareil. se fait crosser. Bon. Ouais. Right and left à la puissance 10. Oui. Mais mon point est suivant. C'est le double. Je connais quelques noms de pneus, puis honnêtement, Jeff, quand j'ai eu mes premiers chars, moi j'ai eu mon char, mettons, à 21 ans, les chars usagés, puis ça patente, j'achetais des pneus. Quand j'ai pu acheter des pneus, j'achetais des pneus neufs, c'était des marques comme Michelin, Blizzak, les gros noms connus. Mais là, aujourd'hui, mon fils, il vient de changer son char, il loue pour 4 ans, fait que, évidemment, lui, il est plus mindé médecine que magasiner des pneus. Fait que moi, j'ai du temps, je vais magasiner ça pour la patente. Là, je regarde pour des pneus nœuds. Là, c'est entre 400 et 500 du pneu. Ben, dans ces marques-là, je te dis pas toutes les marques. Tu sais, tu vas Toyo, tu as d'autres marques chinoises, il y en a plein. Puis tu vas... Mais vraiment avoir des pneus de qualité. Oui, j'ai dit, c'est une voiture. C'est 17 pouces, 18 pouces? 19 pouces, c'est ça l'affaire. 19 pouces, c'est plus cher. Oui, c'est plus gros. Mais c'est pas un gros char, c'est un mini SUV, c'est un Trailblazer, sauf que les roues sont... C'est ce qui fait que ça roule bien, c'est que les roues sont... Bon. Mais j'ai dit, écoute, c'est plate, là, c'est sûr que c'est pas... Puis là, je l'ai agacé, parce que les jeunes, aujourd'hui, ont des griffes très importantes. J'ai dit, j'ai regardé les pneus Gucci, il n'y en a pas. Je l'ai fait rire, mais un rire jaune. Mais j'ai dit, écoute... là, c'est ton premier hiver. Tu vas faire 4. Si tu achètes des bons pneus de qualité, tu vas faire 4 hivers. Puis divise-le par 4. Mais sauf que quand on se met à faire le calcul, plus taxes, plus la pause, plus balance, c'est une affaire de 1500. Oui. Fait que là, j'ai dit, attends un peu. Là, je suis comme toi, là, je trouve ça un peu cher. J'ai dit, moi, je vais. Puis écoute, vu que j'ai du temps, des fois, ça sert à avoir du temps. Là, j'ai fait Marketplace, je me suis promené. Puis là, en fait, ce que je cherchais, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Quelqu'un qui a acheté des pneus d'hiver parce que les autres TAFS, il fallait qu'ils changent. J'ai fait un hiver avec, puis là, sa compagnie change de char. Les pneus font plus. C'est ça. Fait que là, au lieu de... Puis des bons pneus, là, je cherchais des pneus qui n'étaient pas... Mon idée était toujours qu'ils fassent 4 ans avec. Fait que finalement, j'ai réussi sur Marketplace. Un gars qui demandait, tu t'essayes sur Marketplace, le pire qui peut arriver, c'est qu'il y en a qui t'engueulent des fois. Moi, regardez, t'es un hostie cheap. Parfait, regarde. Moi, je ne mets pas mon nom aussi. Je m'amuse avec... je mets le moins possible d'infos. Mais tout en... Puis à partir du moment où tu as une relation, là, tu peux l'appeler, t'envoyer un messenger. On avance tout là-dedans. Mais le gars, il demandait 950 pour 4 pneus, mais c'est vrai qu'il était pas... C'était une belle qualité, puis il était pas... Moi, j'ai dit, je me sais, j'ai dit 800. Mais le pire, c'est que je dis 800 cash down, comme si c'était la fin du monde. Un Interact, c'est cash, là, tu sais. Mais tu sais, je faisais l'ancienne patente en disant, hey, casse-toi pas la tête. 800 en argent, man. En argent, l'argent lousse, on y va, puis c'est réglé, je te paye ça. Là, ouais, parfait. Là, il reste trop s'il reste trop. Moi, j'en ai pour 4 ans, ça ne me dérange pas de me déplacer. Fait que finalement, j'ai eu les pneus, mais je veux juste te dire que je ne sais pas ce que les gens font, mais je me disais... Oui, mais les pneus, beaucoup de gens vont sur Marketplace. Je le crois. Puis tu sais quoi, il y a beaucoup de ces offres-là. Écoute, ça dépend. Mais surtout avec la location. Tu sais, mettons que... Ben oui, regarde, prends-moi là. Tu sais, moi, là, je veux me débarrasser de ma location que j'ai là parce que j'ai un deal peut-être possible. Donc, tu changerais peut-être de voiture, mais tu n'auras pas les mêmes roues. Ben, il me reste... tu sais, moi, je ne savais pas, je pensais que j'avais 5 ans. Je pensais que j'avais 4 ans, j'ai 5 ans. Okay. J'ai 2 ans, quelque chose de fait. Donc, j'aurais une balloune dessus. Je veux pas avoir de balloune. Donc, je vais mettre sur LeaseBuster. OK. Mais mes pneus sont dus. Donc, ça me prend des pneus neufs même si tu le vends, ou même pour qu'il soit attirant pour celui qui va ramasser le lease. Parce que toi, si tu te mets à la place de l'acheteur, tu n'achèteras pas une affaire avec des pneus à fesses. Mes pneus sont vraiment finis. Là. Bon. Donc, mais tu sais, je serais cave de débarrasser de mon char et mettre du neuf dessus. Donc, je vais aller me chercher un pneu. Je vais m'assurer que son usure est au moins 50 et plus. Là. Oui. Pas 50 pour qu'il puisse faire un hiver ou deux encore, c'est ça? C'est ça. Bon. Donc, c'est le même que... Sinon, j'ai besoin de pneus neufs, c'est une autre affaire. Mais tu sais, des fois,
même tu parlais des Chinois, nous autres, on a comme client la gang de pièces auto économiques. Ouais. Ils ont toutes sortes de sortes maintenant. Oui, il peut y avoir du Continental, oui, il peut y avoir du Pirelli, vous pouvez avoir ça dépend de ce que tu veux mettre et ce que tu fais. Mais dépendamment de vos besoins, c'est possible qu'un pneu chinois, ça fasse pour vous aussi. Si tu fais 4000 km, 5000 km, voilà. tout le monde en ville. On sûr. s'en fout, là, c'est correct. C'est sûr que si tu roules beaucoup et tu veux pas qu'il s'use, ben c'est peut-être pas le pneu pour toi. Mais Exactement. ça dépend de ce que... Ton besoin, t'as raison. Besoin, exact. Il y en a des fois qui achètent... Tu sais, ma mère, elle doit être de même. Ma mère, elle prend tout le temps le top, elle. Et je dis, moi, mais t'as pas besoin de prendre le top pour ça. Non, c'est le top. Tu vas être correct avec juste un pneu normal. T'as pas besoin. T'es pas quelqu'un qui est sur la route à tous les jours. Donc, MC vient chercher son MC vient de rentrer, oui. puis elle fait signe qu'il fait chaud. C'est quelqu'un en ménopause ici, certain, là. Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Ben, on est une gang de gars aussi, hein, faut dire. Hey, Gilles, t'as-tu écouté un peu c'est parce que tout le monde parle de ça, là, l'entrevue de Kamala Harris à Fox News. Non, je n'ai même pas entendu. T'as pas entendu? Là, je suis désolé. Tu sais quoi, je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas entendu. Fait que je ne peux pas dire grand-chose, honnêtement. Non, mais c'est parce que des fois, je sais que tu es sur X. Non, mais sur Fox, l'entrevue sur Fox. Ouais, exact. Elle avait quelqu'un de solide devant elle aussi. Là. Il a été très solide. Mais c'est elle qui est... Qui est moins solide un peu. Elle vacille, puis écoute, ils l'ont gardé, entre guillemets, dans le garde-robe parce qu'ils ont dit, en faisant rien, c'est peut-être la meilleure stratégie. Mais là, dans le fond, là, ce qu'on voit, là, Jeff, je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime la politique, tu le sais. Ce qu'on voit, c'est toutes les démarches de Harris, maintenant, ça prouve une chose, c'est qu'elle est dans le trouble. Oui. C'est juste ça que ça dit. Cherchez pas plus loin. Pourquoi elle va à Fox? Pourquoi elle fait des... Pourquoi elle va aller à Joe Rogan? Ben oui, ça va aller à Joe Rogan, absolument. Il paraît qu'elle négocie, elle veut y aller. C'est parce qu'elle est dans le trouble. Parce que si tu restes défensif parce que ça va bien, ça démontre... Elles ne tireront pas, évidemment, mais elle voit très bien. C'est sûr que c'est serré, il n'y a pas de doute, c'est serré. Mais avec l'argent qu'ils ont mis, avec les... Tu sors... là, ils ont sorti... le président, je sais pas ce que je veux dire. Obama. Puis là, tu sais, les commentaires des anciens présidents. Tu vois, cet appui-là extérieur, ça démontre aussi que ça manque de... En fait, ils savent... L'affaire, c'est que les sondages nationaux aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que c'est comme un sondage, moi, je l'aime bien. Mais là, ça ne dit rien sur le ça ne dit rien sur les grands électeurs. C'est ça le problème. C'est ça, zéro. Fait que ça, je pense que la plupart, même d'un côté comme de l'autre, ils admettent que ça vaut pas grand-chose. Mais après ça, le pointage, c'est un peu comme nos élections. Tu peux te faire prendre. Puis d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est peut-être Hillary Clinton contre Trump. Oui. Elle a eu plus de votes aussi, mais ils ont dit, regarde, mais c'est pas arrivé parce que Trump, il y avait une sous-estimation du vote. Puis comme si, à l'époque, je pense pas que c'est le même aujourd'hui, comme s'il y avait une crainte ou de dire pour qui tu votes, d'être de l'autre bord puis de te faire écœurer. Fait qu'il y en a qui disent rien. Puis en même temps, il y a, je te dirais, dans la mouvance de Trump, qui a un petit côté burlesque par moment, c'est son style. Oui, c'est un personnage. Mais il y a des gens qui vont jouer cette game-là aussi. Moi j'appelle Jerry, Monsieur Jerry, vous avez voté pour Kamala Harris. Mais tu vas m'envoyer de la merde parce que tu veux juste, entre guillemets, je ne dis pas que c'est que ça. Tu veux fucker mais tu comprends, il y a un mélange. Non, mais ce que je veux dire par ça, ça n'a rien à voir avec Trump et les autres. Ça veut dire que selon la façon avec laquelle tu vas chercher tes échantillons, Jeff, tu le sais, on a fait de la radio puis il y avait des sondages. Selon ce que tu fais, tu n'es pas capable d'avoir aujourd'hui... Je te dirais, moins que jamais, être capable de savoir exactement ce qui se passe. Fait que, mais pas les entreprises, mais les partis, eux autres, qui sont dans les villes, ils savent plus que nous autres. Fait que est-ce que les sondages sont réels? Moi, je pense qu'ils sous-estiment les républicains. Oui. Présentement. Fait que, mais... Oui, parce que les grandes villes... Parce qu'ils te mettent ça nez à nez, mais c'est Kamala là, qui a l'air en panique. Fait qu'on comprend qu'ils savent à l'interne des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que tu as remarqué... Pour un gars de radio toute ta vie de même, comment... Puis je parle pas du Québec, je parle pas du Canada, on est toujours en retard un peu, on est déphasé un peu à ce niveau-là. Il y a toujours quelques années de déphasage. Mais, tu sais, je te parlais de Joe Rogan, puis j'en ai parlé tantôt en ouverture, mais moi, je trouve que même la télévision hier, moi, je l'ai entendu, là, puis si tu as la chance de l'écouter, c'est un 20 minutes, c'est pas extrêmement long. La radio... Écoute, on était dedans toute notre vie. Là. Je suis pas en train de la renier, mais je veux dire, il y a des choses qui changent. Puis dans la vie, tu as deux choix. Tu acceptes le changement, tu embarques dedans, ou tu fais semblant que ce que tu as vécu il y a 20 ans, c'était extraordinaire, puis il n'y a rien de meilleur, puis tu tombes dans la nostalgie, puis tout ce qui est nouveau, tu veux pas que ça existe, etc., etc. Moi, de nature, je ne suis pas de même. OK? Donc, je suis 0. Moi, je suis content de vivre des changements actuels. Je trouve que ça va vite. C'est excitant. Ben, c'est très excitant. Sauf que quand tu regardes la manière que ça se passe en ce moment, as-tu remarqué que
Trump, depuis 1 mois, ne fait que des podcasts. Puis même, je te dirais, même Bloomberg, cette semaine, l'entrevue qu'il a faite, c'est une forme de podcast. Oui, tu es assis, il y a quelqu'un qui t'interroge pendant 1 heure et demie, puis il y a des gens dans la salle qui regardent, mais c'est une forme de podcast. En fait, le podcast est parti de ça, de ces genres de... Donc, tu sais, tu as Kamala Harris qui fait des podcasts aussi, puis elle prend le temps d'exprimer ses affaires. Oui, elle peut passer ses cassettes et patentes de même, mais tu sais, il y a plus de temps. Mais c'est vrai les deux bords, c'est-à-dire que le podcast permet une liberté, permet du temps. Oui. Puis d'une certaine façon, ce qui est bon, puis qui peut être mauvais, il y a un couteau à 2 tranchants, tu me vois venir, c'est que quand tu as du temps pour t'exprimer, tu peux te fourrer. Tu peux t'enfarger pas mal. Parce que si tu t'enlises dans quelque chose, ils vont dire, tu sais, puis si tu es un bon intervieweur, il va dire, c'est intéressant, continuez donc. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Tabarnache, là, wow! Oui, tu comprends? Mais en même temps, pour la démocratie, formule était... la démocratie, parce que hier, écoute, il a fait une bonne job, le gars, là, mais, sauf que c'est 20 minutes. Tu peux pas... Tu sais, elle arrive, elle est crinquée, elle veut pas répondre aux questions. La seule affaire qu'elle veut planter, c'est Trump. Elle veut juste dire que Trump est ici puis Trump est ça. La seule affaire qu'elle veut dans la tête, c'est ça. Donc, tu sais, ça fait un 20 minutes un peu décousu, personnellement. C'est clair. Tandis que si elle s'était assise avec lui, puis qu'elle aurait été dans une formule de podcast pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. D'abord, il y aurait eu moins d'overlapping, OK? Parce que là, tout le monde est pressé par le temps. Tu veux faire ton point. C'est ça. Puis là, donc là, non, c'est pas de ça que je vous parle, Madame la vice-présidente. Je vous parle, dans un contexte de podcast, il y a un autre mood complètement. Il y a un coolisme. Coolisme qui s'installe. C'est ça, exact. Quelque chose de... Puis, tu sais, moi, je pense que pour la démocratie, tout le monde parle de démocratie. Les médias sont biaisés, on le sait. Les formules du temps, le texte dans le journal de 500 mots, c'est pas assez. Les radios FM avec des entrevues de 15-20 minutes à cause de la pause publicitaire, c'est pas assez. La télévision, avec toute la complexité de la télévision, c'est pas assez. Le podcast, que ce soit vidéo, audio seulement, c'est... En tout cas, moi, je pense que pour la démocratie, c'est un must. Sais-tu quoi, les dirigeants de radio qu'on a eus, Jeff, étaient dans le tort. Oui. Ils étaient dans le tort parce qu'ils disaient une entrevue passée 20 minutes, tout le monde décroche. Attends un peu. Le podcast est en train de prouver le contraire. Exact. Si ça m'intéresse, là, Joe Rogan, 2h30, avec un spécialiste de l'intelligence artificielle qui est extraordinairement pertinent. Moi, je l'écouterai en 3 parties. Je l'écouterai en 3 parties. Je m'en fous, j'écoute 1 heure et quart. J'ai de quoi, je reviens, je reprends 20 minutes. Voyons. Fait que nos patrons disent je faisais des entrevues, Jeff. Je parle pas de toi parce que, tu sais, c'est pas parce que t'es devant moi, mais tu me disais, j'ai le temps que tu trouves ça intéressant, vas-y, tire la plaque quand tu. C'est ce qu'on disait, l'intuition dans la vie. Je disais ça en 2002. Ben, exactement. Puis on sait bien que je faisais des affaires, j'avais des invités que toi, tu n'aurais pas eu, c'était pas ta tasse de thé, mais tu avais compris que le clash entre moi, mes clients, je faisais les auditeurs puis les tiens, ça allait faire une bombe, puis ça a réussi. Mais ce que je veux dire, je retiens dans notre milieu que je pense qu'il y a encore du monde de même. Exemple, à cause du podcast, on m'a amené au podcast, je ne suis pas un précurseur, toi tu l'es pas mal plus au Québec particulièrement, mais on m'a amené au podcast, puis quand je vois aujourd'hui, quand j'entends, écoute, je te le dis, là, même à la télé, mettons que j'écoute en fin d'après-midi, des fois je veux savoir ce qui s'est passé, j'écoute Patrice Roy, 2-3 grosses nouvelles, c'est quoi les images, tout, je regarde ça en 15 minutes. Ça va vite, hein? Mais oui, ça va vite, mais ça m'énerve parce que il y a un panel, OK? Moi, je me dis, l'affaire la plus... Parce que Chantal Hébert, moi, je l'aime beaucoup, à Bougonne, mais tu sais, c'est une... Puis des fois, elle est trop à gauche, mais je trouve qu'elle est... C'est pas libéral, là? Oui, mais... C'est une Justin? Non, mais... Pas tant. Non, mais Jeff, pas tant que ça, arrête, là. Elle est capable de questionner. J'écoute à toi le matin, mais arrête quand le matin à tes OK, mais moi, je l'entends pas. Je l'entends en fin d'après-midi. Peut-être qu'elle change son discours l'après-midi. Mais je dis pas tant parce que je trouve qu'elle est capable de questionner. Mais peu importe. Moi, je trouve que le panel, c'est intéressant. Bon, ça dépend c'est qui. Il y en a qui sont moins intéressants que d'autres. Et je trouve qu'ils se font encore bousculer. Je voulais juste te parler de la forme, peu importe. Si d'autant, il nous reste 10 secondes, il nous reste 30. Je sais que maintenant que j'écoute des podcasts, je suis plus capable d'endurer ça. Moi non plus. Il me reste 30 secondes. Mais c'est quoi cette affaire-là? Si tu penses que c'est intéressant puis que l'autre est en tête... Mais ils peuvent pas. C'est parce qu'il y a un autre invité, parce qu'il y a une pause. Puis... La radio, encore une fois, aujourd'hui, là-dessus, n'a pas été capable de s'adapter. Puis je pense qu'il y a bien des dirigeants de radio qui ne savent même pas exactement vers quoi on s'en va, c'est quoi la tendance, puis qui ont peur de donner du temps. Tu sais quoi? Je vais être encore plus plate que ça. Il y a peut-être pas de monde tant que ça qui sont capables de tenir 1 heure en entrevue des invités. Fait que t'as un mélange de... Il n'y a pas assez de talent pour le faire. Excusez-moi d'avoir l'air prétentieux, mais c'est pas tout le monde qui est capable de mener une entrevue avec... C'est clair. Il y a plein de Premièrement, puis deuxièmement, les patrons ils disent c'est trop long, c'est plate, tout le monde n'écoute plus. Oui, c'est ça. Mauvaise vision. Mais ils se sont trompés. Je m'excuse, là, mais ils se sont trompés. Mais quand tu regardes ça à la TV, puis que ce que tu parles des panels, la TV...
Même chose pour la radio. Puis je comprends que là-dedans, il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça non plus, le podcast, parce que, comme tu dis, les gens à l'aise, les gens confiants, ils peuvent juste gagner dans le podcast. Complètement. Mais ceux qu'il y a un contrôle de l'équipe alentour d'eux autres, puis qui ont toujours peur qu'ils se fourrent, le podcast, c'est un piège pour eux autres. Mais tu sais, je vais te prendre l'exemple. Pierre Poilievre. Ouais. Pierre Poilievre, là, c'est un gars qui ne va pas dans aucun podcast. Tu sais, en 2000, alors que partout aux États-Unis en ce moment, là, tous les politiciens vont dans un podcast parce que c'est là où ils peuvent s'exprimer pour qu'on peut mieux... C'est sûr que le monde écoute de plus en plus. Pierre Poilievre ne va pas dans un podcast. Il s'en va faire des entrevues traditionnelles de 15 minutes avec des liners. Là. Ça, il faut que ça change. Excusez-moi, il faut que ça change. Ça ne marche pas. Là. Je sais que je pense qu'il a fait une entrevue. Il était à Québec hier. C'est ça que j'ai compris? Oui, il était à Québec. Il était à Québec hier et je pense qu'il a fait une entrevue avec Dom Moret. Tu sais, pour vous montrer l'absurdité de l'époque dans laquelle on est, Dom Moret a 4 heures de radio le matin à Radio X. Et pour s'exprimer, il a parti son propre podcast. C'est ça. Ça marche pas, ça? Ça marche pas. C'est quoi? Moi, je suis patron de radio. Je suis son patron. Je dis, Chris, tu vas pas de podcast, là? Ton podcast, tu vas le faire en ondes. Tu vas le faire en ondes. Et si tu as de quoi de bon de 50 minutes, on s'arrangera. Fais ton podcast en ondes. Si tu veux faire ton podcast, Chris, t'as une chaise là avec un micro. C'est ça. Non, mais la pause, on tassera de 30 minutes. Moi, c'est ce que je faisais dans le temps. Les pauses, je m'en calissais. Des fois, j'avais 1h15 que je retardais. Là, il arrivait du monde dans la fenêtre. Je t'en contais que c'était encore libre, je faisais pareil. Quand c'était bon, c'était bon. Ça criait dans les fenêtres, tout. Non, c'est pas là qu'on coupe, là. On va couper quand ça sera plus bon. Mais, tu sais, vois-tu, ça, là, mais ça, là, moi, je pensais qu'on avait brisé cette manière de faire là. Mais les patrons sont pas bons. Ils devraient... ils devraient dire... Les patrons sont pas bons. Tu dis à Dom Moret, Dom... Choisis. Tu veux te faire des podcasts? C'est ça ou tu restes ici. Mais non, mais tu dis, Dom, tu fais tes podcasts en ondes. Fais tes podcasts en ondes. Ouais, mais je suis pogné avec la cloque. Fuck la cloque! Si tu as Pierre Poilievre puis tu es capable de l'avoir d'un câble pendant 48 minutes, garde-les. La crise de pause, on tassera. Ouais, puis après ça, on le mettra en ligne pour les autres qui ne l'ont pas entendu. Mais pas. Faut que tu passes à la radio avant, c'est moi qui te paye. Puis c'est supposé être un ancrage important pour Choix, je pense, Dom. Dom, c'est le nom. C'est la seule personne X qui reste à Choix, là. Donc, mais ça vous montre. Oui, je comprends. C'est pas contre Dom, non, mais la direction. C'est que la direction comprend pas ce qui se passe. Ces gens-là ne comprennent pas ce qui se passe, puis les politiciens ne comprennent pas ce qui se passe. Là, Poilievre, là, moi, je ne connais pas. C'est un vieux d'un corps de jeune, moi, je trouve. Poilievre. Oui, il y a des idées, il y a quelques lignes. Tu sais, quand je te dis un gars de marketing, il y a ces lignes qui répètent tout le temps. Puis, c'est correct. Peut-être que ça passe. C'est très efficace. Oui, c'est ça, je te dis, c'est correct. Parce que Trump, des fois, fait la même chose. Il répète des choses. Oui, mais Poilievre, c'est parce que ça devient le gros bon sens, c'est que à un moment donné, c'est correct, on a compris, mais c'est tout le temps. Moi, je trouve que personnellement, ça me dérange parce que je trouve qu'il ne prend pas l'occasion de dire d'autres choses. Puis il est capable de dire d'autres choses. C'est pas un cave, là. C'est un gars intelligent. Puis on a plein de sujets qu'on veut savoir. On veut savoir c'est quoi. Ouais. Je veux dire, préciser sa pensée, là. Trudeau a tellement démoli le Canada depuis 2015. Il a tellement mis dans le trouble qu'on a des affaires qu'on veut entendre. Moi, il y a beaucoup de monde alentour de moi qui sont très excités puis ont hâte de mettre Trudeau dehors, puis je comprends ça. Puis je fais partie de ça. C'est majoritaire, oui. Je fais partie de ça. Anybody but Trudeau, je suis là-dedans, moi. Puis je suis prêt à avoir Pierre Poilievre comme PM anytime, mais si quelqu'un me demande, aimes-tu Pierre Poilievre, je leur réponds toujours, puis ils sont un peu déçus parce que, tu sais, moi, je suis considéré comme un conservateur, mais je le dis, je le connais pas. Mais moi non plus. Je peux pas te le dire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il va être élu, parce que là, maintenant, la game qu'il joue, à aller faire des entrevues pre-pack, puis à chaque fois que quelqu'un veut le sortir un peu de son discours, il revient toujours. Bien, il fait un peu ce que Kamala Harris a fait hier. Puis tu as raison, Trump le fait aussi à l'occasion, même pas mal. Ça, c'est... Ouais. Et c'est pour ça que dans les podcasts, on a la chance, puis tout le monde gagne. La personne qui est interviewée gagne, l'intervieweur qui fait son podcast, c'est sûr qu'il gagne, c'est ça qu'il fait. Mais l'auditeur gagne, mais si on parle de démocratie puis d'élection, il n'y a rien de mieux pour être éclairé dans une course à devenir soit PM ou soit président, d'écouter des gens en podcast qui jasent pendant 1 heure, 1 heure et demie. Si Rogan les a les deux, c'est ça la rumeur, Rogan aurait Kamala Harris. En même temps, non. Non, pas en même temps. Les deux, 3 heures. Moi, je pense que ça va être le fait marquant de cette campagne-là. Tout ce qui a été fait avant, là, quand on va entendre les deux podcasts, si les deux acceptent, là, puis les deux, parce que je pense que c'est les deux même qui négocient avec Joe Rogan pour y aller. C'est quand même le plus gros nom de podcast au monde. Ben oui. Déjà en partant, c'est... Puis pas juste ça, sais-tu quoi?
sans le vouloir. Puis je pense pas que Rogan l'a fait pour ça. Il n'a pas besoin de ça, avec l'argent qu'il fait. Là. Mais ça serait peut-être le meilleur marketing du podcast au monde aussi. Une affaire comme ça, présidence américaine, où tu as les deux, pour placer... Non, mais... moi, cette élection-là... Tu me dirais peut-être le podcast, il n'a pas besoin de ça, Gilles, ça monte. Non, mais ça serait un impact incroyable pour les gens. C'est quoi ça, des podcasts? Il y a encore du monde qui nous dit ça. C'est quoi un podcast? 400% d'accord avec toi, mais je te le dis là, ouais. Déjà, là, juste le nombre de podcasts que Kamala Harris a fait et Trump... On vient de voir... Quand on va dire... On a c'est quand que l'élection... C'est quand que le podcast a pris le contrôle des médias? 2024. On va dire élection présidentielle 2024. C'est ça qu'on va dire. Ben voilà pour Gilles Parent sur la version grand public. On va dire ça de même, tu sais, de Radio Pirate. Mais on a pour la version Prime... on a plus de Gilles Parent sur la version Prime de Radio Pirate. Radiopirate.com